Bonjour mes amis, quatrième épisode de notre cycle de 10 conférences interactives en philosophie, donc direct sur Facebook Live, écologie et cybermodernité. Bienvenue. Si vous regardez en replay, on commence à 6 minutes, donc vous pouvez mettre directement le replay à 6 minutes. On va faire l'accueil, vous connaissez le principe. On se dit bonjour pendant 6 minutes, on partage pendant 6 minutes. J'ai un grand plaisir à vous retrouver après un mois très chargé de façon riche, intense avec la crise des Gilets jaunes, le mouvement des Gilets jaunes, avec la COP24, avec toutes nos problématiques qu'on anime depuis maintenant 4 mois. Et sur l'écologie, sur le changement démocratique, sur la politique, sur la philosophie. Et aujourd'hui, je vous propose de parler d'éducation dans cette optique à la fois de la cybermodernité et à la fois... bonjour Liliane, salut Claire, super, fidèle au poste, merci beaucoup mes amis. Il y a marqué super fan avec une petite étoile à côté, donc voilà, bah, merci, ça me touche beaucoup. Et c'est la seule énergie que je tire de ça, c'est vous qui me la donnez, donc merci. Donc, je disais, si c'est un replay que vous regardez, vous mettez à 6 minutes, sinon les autres, eh ben, on partage. Vous connaissez tout à fait le principe, et on partage sur les groupes, sur les pages, on amène le maximum de monde, voilà, pour qu'il y ait plein de gens intéressants qui participent au débat. Je vais vraiment prendre en compte vos interactions, donc voilà, ayez des questions, soyez vifs et invitez vos amis à participer à cette nouvelle page de philosophie directe. Alors, je partage moi aussi. Il nous reste quelques minutes. Et n'hésitez pas, donc partageons. Je mets un petit message. Venez nous rejoindre maintenant pour... Voilà. Ceux qui nous rejoignent, voilà, tout simplement, on commence dans quelques minutes. Salut Cécile, avec les tomates qui sont le symbole de notre aventure. On était vraiment les pionniers avec Dream Tanks sur ce coup-là. Maintenant, ça s'est vraiment démocratisé et c'est très bien. Mais on n'a pas le côté Dream Tanks, c'est-à-dire plusieurs intervenants. Je vois pas trop ça sur Facebook, donc on reste plus moderne que ce qui se fait encore aujourd'hui avec Dream Tanks, puisque Dream Tanks c'était plusieurs copilotes, hein, plusieurs personnes qui utilisaient la même page pour philosopher. Il se peut qu'on assistera bientôt à un renouveau de Dream Tanks, je vous en parlerai bientôt. Alors, sur mon journal, j'ai partagé, vous avez partagé sur vos journaux, donc journaux, les groupes, si vous avez des groupes un peu politiques, un peu philosophiques, un peu écologiques, n'hésitez pas. Et puis des pages, voilà. Salut Mimi, enchanté. On commence dans quelques minutes, hein. Salut Rose. On partage pour l'instant, je vais partager sur quelques groupes. Je vous charge de partager sur Néo-Résistance. Par exemple, Claire, tu peux très bien partager Vive Dream Tanks. Ouais, bah ouais. Mais faut qu'on réfléchisse. On va réfléchir à ça. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Dream Tank, c'est une grande aventure. On était pionniers de la vidéo live philosophique et de débat. D'ailleurs, je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup actuellement des débats en philosophie par Facebook vidéo. À ma connaissance, j'en vois pas. Je vois pas trop ça. Et Dream Tank, c'est une aventure qui, en une année, on a fait un an et demi, a pu avoir 450 vidéos live avec des anonymes qui se rejoignent et qui philosophent ensemble selon des règles qui étaient très strictes au début, puis qu'on a assouplies. Voilà. Salut Adnan, salut, t'es en Algérie j'imagine. Salut Marie-Christine. Bon, bah c'est super, 26 personnes déjà, ça ne fait qu'augmenter. On essaie d'arriver à 150 et puis on commence. Ok. Alors on partage à fond. Hop, hop. Je vais partager où moi? Ah, je vais partager sur l'événement. Alors vous pouvez partager sur les événements, sur les groupes, sur les pages. Et vous pouvez aussi, salut Hakim,
énorme toutes les vidéos qu'on a été réalisées sur Dreamtanks qui ont vraiment fédéré. Ouais, 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 mais j'y pense tous les jours à Dreamtanks et il faut qu'on revoie l'exercice. C'était très très chronophage pour pas mal de monde. Donc il faut trouver. Mais justement, ce cycle de conférences nous permettra peut-être d'inventer des choses intéressantes à ce niveau-là. Écologie et cybermodernité. À combien de minutes? J'ai dit que je commençais. Voilà, dans 30 secondes on commence. 40 secondes. Ce qui ne vous empêche pas, bien sûr, de partager. Ah, il y a des petits likes, j'aime bien les petits likes, c'est motivant. Merci. Salut Leïla. Voilà, tout le monde est là. Super. On commence dans quelques secondes. Et je compte sur votre participation ultra active. Boum. On va partager. Moi, je partage sur quelques pages. La vieille page balbutiement. Tiens, je vais partager sur Dreamtanks, puisqu'on en parle. Hop. S'il y a des nouveaux qui débarquent, n'hésitez pas à leur expliquer qu'on commence dans quelques secondes et que c'est pas ça. Hein, c'est pas me regarder en train de partager le but du jeu. C'est pas ça le but du jeu. Le but du jeu... Hop. Le but du jeu, c'est de poursuivre une grande réflexion qui, d'ailleurs, je vais sonder un peu ceux qui sont là la trentaine de personnes qui sont là. Qui a suivi tous les épisodes, l'épisode 1, l'épisode 2 et l'épisode 3. Question, avant de commencer, question propédeutique. Qui a suivi les 3 épisodes précédents de ce cycle de conférences écologie et cybermodernité? Voilà, qui a fait carton plein et qui sait du coup où on en est exactement? Parce que c'est un cycle de 10 conférences par mois, 10 conférences donc 10 mois, une par mois. Et ce cycle, évidemment, a une logique, c'est une traversée, c'est une épopée intellectuelle, collective, participative. Donc voilà, je veux savoir qui sont dans la place ceux qui ont assisté aux 3 précédentes conférences éco-cyber, écologie et cybermodernité. Hop. Je partage encore 2 fois et on commence. Encore 2 petits partages. Je sais que vous êtes impatients de plonger dans l'arène. Temps d'accueil. Donc un petit mot sur la qualité. Bug aussi. Ok, ça bug. Bon, j'ai l'impression que ça bug. Je passe. J'espère que ça va pas couper la vidéo. Je vais passer en 4G. Est-ce que tout le monde est d'accord que ça bug un peu? Ok, je passe en 4G. Est-ce que ça marche? Voilà. Est-ce que c'est mieux maintenant? Dites-moi. Et on commence. Dites-moi si c'est mieux maintenant. Qu'est-ce que vous en pensez de ma 4G? Ça coupe sans arrêt. Non, ça a coupé parce que je bidouillais mon portable. Est-ce que maintenant on est bon? J'attends votre feu vert. Voilà, je suis bon, j'ai partagé, on va pouvoir y aller. Bonsoir, je vous rejoins ce soir. Salut Cathy, est-ce que tu entends bien le son? Impeccable, dit Delia. Salut Delia. On commence mes amis, on a dépassé, on est à 35, c'est parfait. Super Rose, voilà, donc c'était la 4G. Voilà, alors, bienvenue dans ce live. On va philosopher pendant une bonne heure, 1h15, 1h20, 1h30. Et ça veut dire qu'on va philosopher ensemble, c'est-à-dire qu'un débat critique va s'installer. Salut tout le monde. Un débat critique va s'installer tout au long de cette heure et demie. Et vous êtes vraiment sollicités non seulement pour partager cette vidéo partout, pour amener vos amis, voir un peu ce qu'ils pensent, mais aussi pour participer donc au débat. Voilà, donc je vous situe un tout petit peu... ok, merci. Merci pour les retours les amis. Je vous situe un peu où on en était. Je ne vais pas tout vous résumer parce qu'il y a déjà 3 épisodes, c'est-à-dire 4h30 de philosophie directe derrière nous. Hein, on avance. Mais grosso modo, je résume en 2 phrases et n'hésitez pas à m'aider à résumer, hein, vous qui avez suivi un peu ces conférences. Donc on est parti sur cette idée que le logiciel politique est grippé. On est parti sur cette idée en septembre, bien avant la crise des gilets jaunes. On est parti sur cette idée qu'une pensée progressiste, donc forcément tournée vers l'écologie, évidemment, forcément tournée vers les injustices, forcément tournée dans l'idée de construire
Salut tout le monde. Un avenir un peu plus radieux et égorgé d'espoir pour les prochaines générations. Ces idées progressistes font défaut. On ne trouve pas tellement une sorte de corpus politique qui pourrait nous satisfaire. Et finalement, le phénomène gilet jaune qui est apparu en novembre, on en a parlé dans EcoCyber, la troisième conférence, c'était le tout début du mouvement, démontre bien que ce qu'on disait est évidemment tout à fait juste, c'est-à-dire que l'écologie, les problématiques de l'écologie ne peuvent pas faire politique, faire démocratie s'il y a de l'injustice sociale. Et comment sortir de cette démocratie frustrante pour beaucoup de citoyens, cette impression qu'on ne donne pas le micro, la parole, la possibilité de s'exprimer et de faire monde commun, pas simplement de voter, mais de faire monde commun. Et ce qu'on a vu avec la crise des Gilets jaunes, ce que l'on voit peut-être si ça continuera encore, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. J'aimerais commencer là-dessus pour amorcer notre réflexion, notamment sur l'éducation. Ce qu'on a vu, c'est tout à fait nouveau. Ce sont des citoyens qui refusent d'avoir des représentants. C'est tout à fait nouveau. Je le formule de façon très basique pour qu'on puisse bien comprendre très simplement la nouveauté. C'est-à-dire qu'on a un mouvement puissant, extrêmement plébiscité par les Français. 70% encore des Français soutiennent ce mouvement. Extrêmement violent. On a vu vraiment que les forces de l'ordre en face devaient faire face et c'était pas évident. On a vu les moyens parfois totalement disproportionnés de remise en ordre de la jeunesse qui perd des yeux, des flashballs à bout portant, de l'arrogance parfois de ceux qui sont gardiens de l'ordre. Voilà, on a vu énormément de dérives, énormément de violence. Donc c'est un mouvement conséquent qui a fait trembler un peu la France. On en a parlé d'ailleurs dans le monde entier. Donc ce mouvement-là, qui est en position de force, a une nouveauté incroyable. Il y a plusieurs pans de nouveauté, mais un des pans de nouveauté incroyable, c'est qu'il ne veut pas être représenté. C'est d'ailleurs tout le problème de la crise, et ce qui a mis à mal la représentation politique, c'est justement ça, c'est-à-dire qu'on ne veut pas de leader politique. Mais ce qui ne veut pas dire qu'on ne veut pas de leader d'opinion. C'est un mouvement, les Gilets jaunes, qui disent leader politique, on n'en veut pas, leader d'opinion, il y en a plein. Et à la rigueur, n'importe qui suffisamment, je dirais, doué dans les réseaux sociaux, car c'est une des nouveautés aussi de ce mouvement, c'est que c'est un mouvement qui vient des réseaux sociaux, qui est organisé dans les réseaux sociaux. Les coups de gueule qui ont mis le feu aux poudres viennent des réseaux sociaux sous forme de vidéos, sous forme de live, etc. Donc ça, c'est aussi à analyser dans notre réflexion sur un renouveau de la démocratie, si je dois résumer un peu le fil de notre réflexion. Un renouveau, un vrai renouveau, une vraie refonte des aspirations démocratiques. Voilà, je vais prendre vos commentaires, bien sûr, mais c'est important de signaler cette nouveauté qui, du coup, met en défaut la représentation dans la démocratie. Et c'est vraiment ça, à mon avis, l'immense nouveauté de ce mouvement. Ça veut dire quoi? Une démocratie qui refuse d'être représentée, des citoyens qui disent il n'y a pas de représentant officiel qui mettrait tout le monde d'accord. Voilà, alors je lis un peu vos commentaires et on entre tout doucement dans le sujet, mais sûrement. Alors, Randy, oui, tu as raison, et toutes les tentatives de raccord politique sont vraiment mal vues. Delia, pas tout à fait, si je puis me permettre. Ce refus de représentation a commencé avec le mouvement Touche pas à ma ZEP. Alors, il y en a plein des refus, tu as raison Delia de préciser. Il y a plein de refus, par exemple, en mai 68, j'ai consacré un ouvrage qui est ressorti cette année, Vivre au printemps, philosophie du clash et clash de la philosophie, que je vous recommande. Donc c'est une analyse historique et philosophique sur qu'est-ce qui est encore actif, que l'on peut récupérer de ce qui s'est passé en 68, et évidemment que peu de 68ards ont pu percevoir, ayant le nez dans le guidon à l'époque. En 68, un des slogans très importants qui était répété, c'est pas de micro, pas d'orateur. Lorsque j'ai fait un philo live avec Alain Krivine, une figure de l'extrême gauche que vous trouverez sur YouTube, Alain Krivine me disait, oui d'accord, il n'y avait pas de micro, pas d'orateur, mais n'empêche qu'il y avait Cohn-Bendit d'un côté, donc leader un peu charismatique, qui était certes entouré par ses pairs, mais qui est quand même celui qui a pu
porter une voix et représenter un peu mai 68, mettre un visage sur mai 68. Et me disait Alain Krivine, il y avait aussi les jeunesses organisées communistes, tout simplement. C'est sa version. J'ai tiqué pendant le live en disant je ne suis pas d'accord à 100% avec ça. Je pense que l'essence même, pour répondre un peu à ta remarque Delia, l'essence même du mouvement de mai 68, c'est qu'il n'y a pas de représentant légitime. Jusque lorsque il y a eu cet accord avec les syndicats et que le gouvernement a cédé et qu'il y a eu une traduction de mai 68 en termes d'augmentation du SMIC, etc., en termes de mesures sociales, où ça a été hué, y compris par les ouvriers, et ça a été rejeté. Ça a été rejeté. Mai 68, le but de mai 68 n'était pas de gagner plus d'argent, n'était pas d'avoir une justice sociale mesurable en termes de pouvoir d'achat. C'était pas du tout ça, mai 68. C'était changer la vie, c'était faire débat dans la rue, c'était philosopher dans la rue. Pas psychologiser, comme certains ont dit, mai 68 était une sorte de psychodrame où on parlait pas de papa-maman dans la rue, on parlait de philosophie, on parlait de capitalisme, on parlait de bureaucratie, on parlait d'éducation des enfants, on parlait d'amour, on parlait de couple, et c'était vraiment ça. Et donc Delia, bien avant voilà ce que tu disais, le touche pas à ma ZEP et autres, il y a mai 68 qui même s'il y avait des gens qui sont sortis un peu du lot médiatique, il y avait vraiment cette volonté de ne pas être représenté et d'être un vrai mouvement. Il y a plusieurs livres très intéressants que je cite dans mon livre Vivre au printemps, et notamment le livre d'un philosophe que j'adore, vous le savez peut-être, Henri Lefebvre, qui parle de l'insurrection de Nanterre, et c'est un très beau livre qui m'a beaucoup inspiré. Voilà, donc ça c'était pour la nouveauté Gilets jaunes. Il y a d'autres nouveautés, hein. On va analyser un peu ce mouvement pour commencer. Je trouve que c'est une bonne caisse de résonance pour pouvoir comprendre finalement ce lien que j'ai fait et que certains trouvaient bizarre. Je lis vos commentaires juste après. Que certains trouvaient bizarre. On me disait écologie, cybermodernité, de quoi tu parles? Bon, cybermodernité étant un mot que j'ai créé pour pouvoir exprimer cette modernité depuis 10 ans seulement. Hein. La modernité profonde. La modernité, c'est un rapport au monde, un rapport civilisationnel autocritique. Et donc c'est très profond. C'est vraiment un immense courant qui va nous emporter, à mon avis, sur au moins plusieurs décennies. Ça s'appelle la cybermodernité parce qu'elle utilise les canaux du virtuel. Elle utilise ce qu'on est en train de vivre, la possibilité de faire des lives, la possibilité d'échanger à travers le canal virtuel et réel à la fois mélangé, fusionné. C'est ce qui signe la cybermodernité. Il y a d'autres choses qui signent la cybermodernité. Et donc, quand je dis écologie et cybermodernité, je dis en fait écologie, vous avez compris ça, je pense que c'est en fait politique. Quelle écologie politique on peut mettre en place qui soit cohérente avec l'avenir et qui utiliserait cette modernité, une écologie politique, une démocratie écologique, à vous de voir comment vous voulez l'appeler, qui pourrait être de cette époque et pas de nous remonter au 19e siècle avec les vieux schémas marxistes qui sont intéressants comme grille de lecture mais qui ne sont absolument pas suffisants, et c'est ce qu'on essaie de voir ensemble dans ces conférences en philo live. On essaie précisément de voir ensemble quelles sont les nouveautés à apporter à la démocratie pour qu'elle puisse être beaucoup plus juste et écologique. Alors, je prends vos remarques. Comment peut-on, dit Muriel, parler de démocratie dans un système oligarque? Oui, c'est une grande question depuis l'origine de la démocratie. Hein. Alors, il y a deux choses. Il y a l'oligarchie, le gouvernement des élites, enfin des élites, pas au sens des aristocrates, mais le gouvernement d'une minorité, des lobbies, on peut dire. Puis il y a la plutocratie. La plutocratie, le mot est pas beau, hein. Plutocratie, c'est vraiment, c'est le gouvernement des riches. Moi, je préfère parler plutôt que de l'oligarchie, je préfère parler de la plutocratie. Pour deux raisons. D'abord parce que c'est un mot horrible. Oligarchie, bon, pourquoi pas. Plutocratie, on n'a pas du tout envie d'être dans ce régime-là. Voilà. Donc plutocratie, il y a un côté plouc, il y a un côté horrible, berk, quoi. Et puis surtout parce que c'est vraiment le gouvernement des riches. C'est pas tellement l'idée d'une oligarchie qui renvoie finalement au complotisme. J'ai l'impression que le complotisme qui sévit avec les fake news échangées sur les vidéos live des Gilets jaunes,
finalement, c'est parce qu'il y a cette idée d'une oligarchie. L'idée de l'oligarchie, l'idée d'une entente entre pairs, etc., est une idée qui nous amène facilement sur le complotisme. Ça ne veut pas dire, bien sûr, que le capitalisme ne s'organise pas, et qu'il n'y a pas, évidemment, plein de complots tout à fait réels, évidemment, tout à fait réels, et des interactions, des problèmes d'intérêt entre le politique et l'économique, évidemment, c'est lié. Mais profondément, l'idée de plutocratie me semble beaucoup plus pertinente. C'est la notion même de richesse. Et d'ailleurs, les Gilets jaunes n'hésitaient pas tellement contre l'oligarchie, au sens où ils n'attaquaient pas les dysfonctionnements de certains appareils médiatiques en allant dans le décortiquage des choses. Ils n'étaient pas dans l'idée d'aplanir un système médiatico-politique ou de parler de démocratie médiatico-parlementaire. C'était pas ça qu'on a entendu. C'était vraiment les riches. Tout simplement les riches. Bien sûr qu'ils s'organisent entre eux, mais l'injustice était beaucoup plus exprimée de façon beaucoup plus simple que l'oligarchie qui nous amène déjà à des tractations et à des logiques d'engrenage et de comment dire, des logiques complotistes un peu. Même si dans le complotisme, il y a toujours une part de vérité, c'est ça qui est embêtant, c'est qu'il existe des complots. Les complots, il ne faut pas les nier parce que ça existe et dans les sphères de pouvoir, il y en a aussi. Il y a des ententes, on va dire, tout à fait secrètes et qui gouvernent le monde, on le sait bien. Il suffit juste de voir, par exemple, c'est un exemple que j'ai pu étudier dans mon livre Marabouté sur la France-Afrique, ce qu'on appelle la France-Afrique, ce que François-Xavier Verschaert appelait la France-Afrique, c'est-à-dire des ententes pour mettre en place des pantins démocratiques censés être des présidents démocratiques et qui affament leur peuple en privilégiant le précaré français. Bon, bah ça c'est du complot, en veux-tu, en voilà. Donc voilà, je pense vraiment que les Gilets jaunes s'attaquent d'abord à la plutocratie. C'est pas du tout pareil que l'oligarchie. La plutocratie, et Macron est beaucoup moins oligarque, même s'il est fasciné par les élites, etc., que plutocrate. Macron est un plutocrate. Les riches doivent gouverner. Ceux qui ont les moyens ont le droit à une meilleure éducation, ont le droit à une meilleure représentativité, ont le droit d'être optimistes, ont le droit d'être les premiers de cordée. Les premiers de cordée, c'est pas des oligarques, c'est des riches, tout simplement. C'est ceux qui réussissent dans la vie, qui ne sont pas rien dans l'égard, etc. Enfin, vous connaissez la prose de Macron. Je prends un peu vos commentaires, ça a l'air d'être passionnant, donc, et ensuite je vais poser deux, trois jalons. Donc, comment faire démocratie dans un système plutocrate? La question, je la reformulerai, Muriel, comme ça. C'est-à-dire, comment faire, alors qu'il y a des riches de plus en plus riches, d'ailleurs, et des pauvres de plus en plus pauvres, des millions de pauvres en France, comment faire pour qu'il y ait démocratie? Et là, c'est une question. Et est-ce que la simple justice de redistribution sociale est juste encore aujourd'hui? Aujourd'hui, où les médias ont un rôle important, où la possibilité, la parole citoyenne peut émerger, connectée sur Facebook grâce à la cybermodernité, peut émerger et toucher les gens, en passant tous les corps intermédiaires. Avant même Macron, il y a d'abord des gens qui peuvent, comme ça, envoyer un message et faire boule de neige. Est-ce que là, il n'y a pas une réflexion à mener là-dessus? Rose, ils ont eu une grande cohérence, tu parles des Gilets jaunes, parce qu'ils surfent tous sur le même besoin, pouvoir se faire entendre et arrêter d'être pressurés et appauvris. Et ils remettent en question l'inégalité sociale. C'est ce que je viens de dire, Rose, merci de le formuler comme ça. Oligarchique, pardon, faute de frappe, d'accord. Cécile, les Gilets jaunes ne veulent pas effectivement de leader, mais au fond, ne veulent-ils pas inconsciemment pire, un tyran, un dictateur ou une figure de maître? Alors, ce que tu dis, Cécile, est intéressant. C'est un peu la thèse qui consiste à dire, il y a plein d'extrême droite là-dedans, ou en tout cas, même si c'est pas de l'extrême droite classique, c'est une volonté un peu d'autorité, et ça va nous donner, comme le mouvement des 5 étoiles en Italie, ou ce qu'on a un peu ailleurs, une sorte de populisme, où on accepte justement la tyrannie. Alors, c'est la thèse de Lacan sur mai 68, vous connaissez le mot provoquant de Jacques Lacan, le psychanalyste qui flattait et faisait jouir tous les intellectuels maoïstes de l'époque, et maoïstes et autres d'ailleurs. Et Lacan disait aux jeunes qui étaient un peu révoltés contre la figure de l'autorité, disait « vous avez besoin d'un maître, vous l'aurez, vous avez besoin d'un maître ». Donc c'est cette idée que derrière le chaos, il y a la volonté du père. Finalement, c'est un truc très patriarcal. Il faut un bon gros papa qui frappe fort. Et le général de Gaulle, qui jouait un tout petit peu ce côté-là contre la chienlit en mai 68, il ne s'en est pas remis. Le général de Gaulle ne s'est pas remis de cette crise au niveau symbolique. Il ne s'est pas remis parce que mai 68 a été une entaille symbolique
à l'encontre, on va dire, de la bourgeoisie, je mets des guillemets, hein, mais de la bourgeoisie, elle ne s'en remet toujours pas. C'est-à-dire que le mai 68 a totalement ringardisé la bourgeoisie. Et c'est pour ça qu'elle elle réveille encore chez ceux qui protègent la bourgeoisie, et la plutocratie, derrière la bourgeoisie, il y a cette idée de plutocratie, elle réveille encore des moments d'indignation totale. Hein, de Nicolas Sarkozy, autre président plutocrate, qui disait qu'il fallait liquider l'héritage de mai 68. Ce qu'il veut liquider dans l'héritage de mai 68, c'est précisément cette ringardisation violente et radicale de la bourgeoisie et du bien-être bourgeois, du fait que la richesse, ça se stocke, qu'il faut des vies mesurées, mesurables, qu'il faut tendre vers le sérieux, qu'il faut voilà, que l'art, tout ça, c'est bien, mais c'est des saltimbanques, que la poésie du monde doit être calculée en termes de chiffres, qu'il faut gérer. Hein, c'est ça, quand il y a bourgeoisie, je mets des guillemets, parce que si on déplie ce mot bourgeois utilisé abondamment en mai 68, ce n'est pas le bourgeois de Marx. Voilà, il y a beaucoup de communistes aujourd'hui qui veulent nous faire croire qu'ils étaient tous marxistes et que c'était vraiment le bourgeois de Marx. Non, c'est un bourgeois beaucoup plus compliqué. C'est en fait le plutocrate. C'est celui qui est dans le camp de l'élite financière et qui s'en satisfait en méprisant le bas peuple et les autres. Voilà. Donc pour répondre un peu à ta remarque, Cécile, je ne crois pas du tout, tout comme en mai 68, il n'avait pas du tout besoin d'un maître comme De Gaulle ou Lacan, je ne pense pas du tout que les Gilets jaunes cherchent un maître. Moi, ma thèse... je vous avais annoncé une thèse qui était une hypothèse la dernière fois, je ne sais pas si vous vous en souvenez, à l'épisode 3. Je vous ai dit, si ça se trouve, Macron utilise ce mouvement, utilise d'une façon ou d'une autre, hein, je ne dis pas qu'il est à l'origine de ça, c'est pas du tout du complotisme que je veux faire, mais il l'utilise au sens où il va pouvoir enterrer les mesures écologiques. Puisqu'il va dire, moi j'ai un pays, il y a des pauvres, les pauvres se manifestent, les pauvres n'en peuvent plus, je préfère aider les pauvres plutôt que lutter contre la pollution. Et je crois vraiment que c'est ce qui s'est fait à la COP24. À la COP24, qui est vraiment désastreux, la COP24, c'est 196 pays qui sont réunis pour essayer de sauver la planète et qui arrivent à des mesures en demi-teinte, aucune amélioration, aucune croissance dans la lutte contre la pollution, contre le réchauffement climatique, rien. 196 pays. C'est loin des citoyens et ce point est fondamental, je vais y revenir. La COP24, vous y étiez, vous, à la COP24 ? C'est très loin des citoyens. C'est loin de nos préoccupations. C'est encore de l'entre-soi, comme ça, qui décide du sort du monde, mais dans l'entre-soi, costume, cravate et compagnie. Et c'est tout le problème, justement. Le problème de l'écologie, il est là. Le problème de l'écologie, il est là. C'est que c'est pas citoyen. Ce n'est pas citoyen. Alors, il y a des militants, il y a des associations, mais ça reste très, très, très faible en termes numériques et en termes d'impact. Parce qu'il y a toujours cette idée que c'est le haut qui nous dit comment agir, etc. C'est ce que les Gilets jaunes, d'ailleurs, n'ont pas supporté. Il n'y a aucune, je dirais, réflexion écologique chez les Gilets jaunes. Non, j'en ai pas vu. Au tout début, il y en avait un peu, puis très vite, dès le 1er décembre, il n'y a plus du tout. L'écologie est passée à la trappe complètement. Complètement. D'ailleurs, Macron, en donnant les 100 euros, n'a pas du tout prononcé quoi que ce soit sur l'écologie. C'est un truc. Et à la COP24, la France a enterré les mesures anti-pollution, prétextant qu'il y a un problème social dans le pays. Donc l'hypothèse que j'ai dite à l'épisode 3, c'est avéré... c'est avéré totalement vrai, hélas vrai. Voilà. Donc pour répondre, ça c'était pour répondre à la question. Donc un maître. Alors voilà, le maître en plus, comme tu le dis Randy, dans ton commentaire très juste, c'est déjà Macron. Hein, tu dis pseudo-dictateur, ils en voudraient un autre. Non. Je pense que c'est une faute. Je pense pas que ce mouvement soit d'extrême droite. Je sais que j'ai des amis qui pensent le contraire. Il y a une étude toulousaine qui va sortir bientôt, qui est en cours, et qui a analysé le vocabulaire utilisé par les Gilets jaunes sur Facebook. C'est assez passionnant. Ils sont des milliers, hein, des milliers, des millions, enfin je ne sais pas combien, mais enfin, on va voir cette étude toulousaine. Et en fait, il y a très très peu de vocabulaire d'extrême droite. Les questions de racisme et tout ça, alors peut-être qu'il y a des manifestations racistes sur place, hein, il y en a eu une ou deux, connues qui sont... Mais c'est très très faible. Alors après c'est le peuple, hein. Le peuple peut dire des conneries, le peuple parle avec un franc-parler, et le peuple peut dire, traiter quelqu'un en fonction de son origine, mais ça peut rester dans un registre populaire acceptable. Je me souviens quand je donnais des cours, ça remonte à loin, en 97 ou 18, dans un lycée zone sensible ZEP, je donnais des cours de kung-fu après la philosophie. Et j'avais vraiment 50 élèves, donc de toutes les origines, des Arabes, des Noirs, des Français blancs, voilà, de toutes les couleurs.
Et il s'appelait négro, nouache, le chinois c'était le nouache, ils s'appelaient comme ça entre eux. Et je disais, mais non, mon Dieu, c'est pas possible, vous pouvez pas être raciste comme ça. Ils disent, non, c'est pas comme ça, c'est pas raciste, monsieur, voilà, c'est populaire, c'est populaire. Bon, quelqu'un qui est noir, on sort un vocabulaire populaire, voilà. Donc c'est ça aussi qu'on a surinterprété en écoutant les Gilets jaunes. Bon, je ne dis pas ceux qui ont détecté des migrants pour les remettre aux forces de l'ordre, hein, ça c'est encore un autre problème. Moi j'ai l'impression et des études vont le montrer, que c'est pas du tout quelque chose de l'extrême droite. Et une étude récente a montré qu'il y a beaucoup d'apolitiques, mais c'est plutôt l'extrême gauche, pour ceux qui sont politisés, qui l'emporte 2 fois plus que l'extrême droite. Maintenant, je ne dis pas qu'aux européennes, le Rassemblement national ne va pas gagner plein de points. J'en doute un peu, mais c'est mon optimisme. Voilà. Mais évidemment, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les Gilets jaunes sont anti-système, on l'a vu. Ce système, ils n'en veulent plus et ils sont rejoints par beaucoup de Français. C'est pour ça qu'on réfléchit, nous, voilà, comment être anti-système et créer un renouveau de la démocratie dans ce contexte passionnant, tendu, violent, mais passionnant également, parce que les lignes bougent. On n'est plus dans quelque chose de sclérosé. On est dans une mobilité que permet d'ailleurs la cybermodernité. La cybermodernité est cybermobile. C'est-à-dire qu'elle bouge sur Internet et dans les réseaux sociaux. Après, elle peut bouger aussi dans la rue. Beaucoup de commentaires, je vais devoir les prendre parce que je veux vraiment qu'on soit en interaction. Alors, j'ai lu ça. Un maître au sens psychanalytique, on a bien compris. Réécrire la Constitution. Delia, exact, je suis d'accord. Il y a eu également l'équivalent de mai 68 outre-Atlantique avec l'anti-establishment movement aux USA. Ce n'étaient pas les mêmes problématiques. Aujourd'hui, le cœur du problème est la justice sociale. Christophe, pensez-vous que les événements que nous venons de traverser sont un basculement sociétal? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Allez-y, répondez à... C'est une bonne question, Christophe. Répondez, je te donnerai ma réponse après, mais j'ai envie de voir ce que vous en pensez. Est-ce qu'on a un basculement sociétal avec cette crise? Excusez-moi, il faut que je boive. Et je continue de lire. Voilà, c'est bien, Cécile, tu mets des liens pour qu'on aille plus loin. N'hésitez pas à copier des liens HTTP et qu'on puisse utiliser cette page pour aller plus loin. Et si c'est en replay sur YouTube, petite parenthèse technique, vous avez le lien Facebook dans la description. Donc allez sur le lien Facebook et vous pourrez retrouver tous les commentaires de nos participants. Alors, ils ont peur de devenir pauvres, Rose. La société se précarise, oui. Cécile, la France n'était pas représentée à la COP24, point d'exclamation. Bah oui, t'imagines. Jean-Claude, 100 milliards d'euros par an d'évasion fiscale, et cela fait des décennies que cela dure, 3 points d'exclamation. Tout le reste n'existe que pour détourner notre attention de ce problème. Alors ce que tu dis, Jean-Claude, ça rejoint cette idée qu'en fait on s'en prend à juste titre vis-à-vis de la plutocratie. Cette évasion fiscale, c'est exactement le produit de la plutocratie, le gouvernement des riches qui organise toutes les mesures en fonction de sa richesse et de son patrimoine. Donc tu as raison, quoi te dire? C'est d'ailleurs une des grandes revendications des Gilets jaunes, c'était ça, à un moment, ils sont tous tombés d'accord en disant vous voulez de l'argent, allez le prendre là où il est. Et donc oui, tu as raison. La question que je te poserai, Jean-Claude, c'est on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Qu'est-ce qu'on met en place comme projet? On est ici peut-être pas pour prendre le pouvoir par les armes, hein, mais en tout cas par les armes intellectuelles, certainement. Le but est de construire un modèle ensemble. Hein. Le but de ces conférences interactives, c'est de construire un modèle où on se dise waouh, ça j'aime bien. Voilà, ça j'aime bien. Ça je peux espérer, ça je peux me projeter, ça je peux voir que ça peut être viable. J'ai envie de l'expérimenter. Il ne s'agit pas de créer un modèle théorique qui soit évidemment imposé absolument, mais quelque chose qui nous fasse avancer avec du doute, avec du questionnement, sur un chemin d'une reconstruction politique à l'ère de la cybermodernité. Rose, il y a de tout dans les Gilets jaunes. Justement, ils ne se positionnent pas sur les dualités classiques. Ça, c'est très intéressant, effectivement. Moi, je crois qu'il y a une... c'est très intéressant, Rose, ce que tu dis là. Cette idée de sortir des dualités classiques est une idée chère à Nietzsche. Tu sais que Nietzsche était vraiment celui qui a dénoncé les couples d'opposés, le bien, le mal, le fort, le faible. Enfin, il l'utilise, mais il dénonce ces schèmes de pensée que l'on a, qui nous binarisent la pensée, la polarisent sur un camp contre un autre. Et ce que les Gilets jaunes apportent dans la place pour les analystes, et j'ai pu en fréquenter quelques-uns dans le débat,
c'est justement que tout d'un coup, zut, il faut plus que deux entités. On ne peut pas dire gouvernement contre gilets jaunes, ça ne fonctionne pas. C'est pas que ça, c'est beaucoup plus complexe. Et j'ai l'impression qu'il y a une sorte de retour de la complexité qui a été refoulée. Alors, Macron a toujours exprimé que c'était dur, mais il ne nous a pas montré sa complexité. Il disait d'ailleurs aux journalistes, ma pensée est trop complexe pour que vous puissiez en parler et la comprendre. C'est quand même incroyable, un aveu de je suis trop complexe pour vous, messieurs les journalistes ou mesdames les journalistes. Et du coup, là, il y a une sorte de retour de la complexité. Je pense qu'il ne s'en remettra pas. Je veux dire, symboliquement, Macron, il ne peut pas... Enfin, les chiffres montrent que quand même, il y a des gens légitimistes qui vont être derrière lui et qui sont plutôt contents que les gilets jaunes s'arrêtent. Mais d'ailleurs, il faudrait un peu réfléchir en termes de classe sociale, qui fait quoi là-dedans. J'attends d'avoir des analyses concrètes. Mais je crois vraiment que symboliquement, il y a quelque chose qu'il n'avait pas prévu. Lui qui se disait si cybermoderne, lui qui s'affichait si moderne, connecté sur les startups, sur la technologie, sur l'intelligence artificielle. Enfin, voilà, il était vraiment normalement au top de la cybermodernité, Macron. À tel point qu'on aurait dit que c'était un président cybermoderne lui-même. D'ailleurs, vous le voyez, quand il fait son allocution, on dirait presque un robot. On dirait le cybernanthrope, hein, cet homme cybernétique que décrit Henri Lefebvre en 67 dans son magnifique livre Vers le cybernanthrope. C'est une créature technocratique, cyberconnectée, Macron. Et bien, il n'a même pas vu venir ça. Il n'a même pas vu venir ça. Il était tellement déconnecté de ce que c'est un peuple, tellement dans les élites et tellement enfermé dans des sphères de pouvoir et des salons feutrés de réunion. Et on imagine que toute sa vie, il a vécu là-dedans, dans ça. Enfin, et il n'a même pas pu voir ce qui se passait sur Facebook. C'est quand même incroyable. Tous les analystes qui essaient de nous vendre de l'intelligence artificielle qui va pouvoir prédire l'avenir grâce à l'utilisation des mots sur les réseaux sociaux. Enfin, on nous vend ça quand même avec Google, avec Facebook. On nous dit, mon Dieu, on va pouvoir ça. Personne n'a vu le truc venir. Donc ça permet de relativiser un peu l'énorme enfumage qui consiste à dire que bientôt, grâce à l'analyse des réseaux sociaux, on saura où va un peuple. Non. On ne sait pas où va un peuple. Donc les gilets jaunes, c'est une sorte d'infraction de la complexité qui rentre dans le débat et qui fout un bordel pas possible. Et personne n'a de schème. J'ai essayé un peu de me battre dans ce débat-là. J'ai pu être invité à certains, je les ai partagés sur Facebook et sur YouTube, donc certaines longs plateaux télé. Et j'ai pu constater, en parlant en off, pas simplement face aux caméras, mais un peu, vous savez, dans le back-office, quand on discute une fois qu'on a eu des maquillages, vous voyez, j'ai pu constater ils étaient tous déboussolés. Tous reconnaissaient, les experts, les spécialistes reconnaissaient qu'ils n'avaient pas une théorie en disant ça va être comme ça. Enfin, ils ne pouvaient pas se permettre. Voilà. Et je pense que les schèmes nouveaux qu'on amène là, c'est le schème de cybermodernité. Et on ne peut comprendre les gilets jaunes que si on comprend dans quelle cybermodernité la démocratie s'engouffre et va évoluer à l'avenir. Randy, en tant que citoyen français méprisé par le gouvernement, n'avons-nous pas le droit de porter plainte contre le gouvernement? Problème de juriste, donc je laisse ça aux juristes. Les gilets jaunes ringardisent le terme complotiste. Explique un peu ce que tu veux dire. Hakim, comment tu expliques que Marine Le Pen tire plus de profit du mouvement des gilets jaunes? Tout simplement parce que le Front National, devenu le Rassemblement National, a toujours affiché une pensée anti-système. C'est-à-dire que c'est le seul gouvernement qu'on n'a pas essayé. Et du coup, tous les militants au Rassemblement National se targuent de ça, de se dire, alors ils essaient de ramener de l'immigration là-dedans, qui a été un thème rejeté par les Gilets jaunes. Et Macron a essayé, vous avez vu, à la fin, de se poudrer. Il n'ose pas y aller parce que c'est contre ses convictions. Et c'est en ce sens que je disais mieux vaut Macron que Le Pen, parce qu'il n'est pas trop sur ce registre-là. Les deux font du néolibéralisme de toute façon, hein, mais Macron ne va pas aller sur le registre de l'identité nationale, etc. Là, il est tenté. Bon, je pense qu'il ne l'ira pas non plus, mais il est quand même très tenté. Et ils seront très tentés d'y aller, évidemment, parce que ça permet de diviser. Si vous commencez à remettre de l'identité nationale, vous divisez un mouvement qui était unitaire et assez unifié dans sa disparité. Ce qui est un signe de la cybermodernité, je pose juste ce point de réflexion, c'est ce que j'appelle le co-individualisme. Le co-individualisme, ce qui est un paradoxe dans les termes, on ne peut pas être individu et co, c'est-à-dire avec, ensemble. La cybermodernité, parce qu'elle nous connecte à travers le virtuel, comme présentement, et qu'à la fois nous sommes chacun dans notre bulle, et chacun dans notre individualité, dans notre ego, dans notre égocentrisme, eh bien, nous créons des communautés
des cybercommunautés qui sont co-individualistes. C'est à la fois le chacun pour soi de l'individualisme, au sens un peu libéral du terme, parce qu'il y a un très bon individualisme de pensée, de philosophie et politique. C'est à la fois individualiste et à la fois c'est ensemble. Les choses se font ensemble, se décident ensemble, et les appels à mobilisation, c'est-à-dire en fait qui sont déjà une cybermobilisation. Il y a la cybermobilisation qui est appel à mobilisation dans la vraie vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un parcours fléché qui part de la virtualité et qui organise le passage à la réalité. On manifeste, on bloque des ronds-points, on se donne rendez-vous, on diffuse des infos. Et donc c'est assez intéressant de voir que c'est ça, cette nouvelle genèse du fait politique ou de l'événement politique, c'est qu'il a d'abord lieu dans le virtuel, avant d'être dans le réel, mais systématiquement. Et c'est pour ça qu'on baigne dans une sorte d'entre-deux entre le réel et le virtuel que j'appelle le transréel, la transréalité. Salut Racha. La transréalité, c'est vraiment ce mélange de réel et du virtuel. Les gilets jaunes, les gilets jaunes, c'est vraiment la mise en place d'une zone affective. Ils sont reliés par l'affect et ça crée une zone immense qui est colossale. C'est la création d'une zone affective, on en a parlé dans nos derniers épisodes de Philo Live, une zone affective qui est transmobilisée. Elle est mobilisée dans la transréalité, excusez-moi le jargon. C'est-à-dire qu'elle se cybermobilise pour après se mobiliser dans le réel. Ouais. Ça va, on comprend? Et ça, c'est tout à fait nouveau. Et si on n'a pas ce schème de pensée, on ne comprend rien au mouvement. On ne comprend rien, on imagine qu'il est instrumentalisé par des partis politiques alors qu'ils rejettent tout. On imagine qu'ils ont encore les vieux schèmes, ils sont racistes ou alors ils sont extrême gauche, alors qu'en fait ils peuvent tout être. Ils peuvent tout être. Quand vous voyez les lives, je me suis amusé à les analyser, les Facebook live de certains gilets jaunes avec des 100 000 abonnés, vous voyez qu'en fait les thèses complotistes et les fake news arrivent là, il y en a qui disent attention c'est une fake news, c'est-à-dire qu'il y a une capacité de tri, c'est-à-dire que les gens en proposent, ils diffusent des trucs, il y a une phrase raciste, il y en a qui disent attention c'est raciste là, ou oui, il y a quelque chose de complotiste, tout le monde dit oui t'as raison, le pacte de Marrakech, machin, puis il y en a qui disent non regardez, il y a un article. En fait, ils ont une grande tolérance à la fake news parce qu'en fait ils ont une grande capacité à digérer les choses et à savoir qu'on a envie d'y croire, on peut y croire par ludisme, parce que ça nous fait plaisir, on peut y croire parce que ça nous soulage des frustrations, on peut y croire parce qu'on est vraiment d'extrême droite et qu'on veut vraiment faire peur aux gens, on peut y croire parce que c'est une hypothèse et on a envie de la valider, donc on essaie de frapper du poing sur la table pour voir comment les autres vont la valider. Donc quand quelqu'un soutient une thèse en cybermodernité sur les réseaux sociaux, c'est pas soutenir une thèse. Et c'est ça un réflexe nouveau qu'il faut avoir mentalement. Et les jeunes l'incarnent énormément. Les jeunes peuvent vraiment se partager des vidéos absolument racistes et ne pas être racistes. Parce que c'est un moment... la vidéo est amusante, elle est plaisante pour telle et telle chose, elle permet de faire débat. Et donc, vous avez beaucoup plus, excusez-moi l'expression, de merde qui circule en termes d'information, d'intox, de désinformation, mais qui est filtrée par la cybercommunauté en train de commenter les choses. C'est-à-dire que pour comprendre quelqu'un, il ne faut pas simplement voir ce qu'il poste, mais il faut voir comment il réagit aux commentaires de sa cybercommunauté. Et là, vous verrez vraiment qui il est. C'est pas parce que quelqu'un relaie du Rassemblement National que c'est quelqu'un qui est Rassemblement National aujourd'hui, sur sa page Facebook. Il faut voir comment il réagit aux commentaires. On le voit bien d'ailleurs avec Twitter, où on peut très bien suivre des gens absolument détestables pour nous, mais on les suit pour être au courant et informer et faire débat. Oui. Donc la complexité est à tous les niveaux et elle induit, pour pouvoir circuler et ne pas devenir fou, elle induit une complicité. Et c'est ce qu'on a vu avec les gilets jaunes. Je reprends vos commentaires juste après. On a vu une explosion de la complexité dans les tenants et les aboutissants de ce qui mobilisait les gens. Et on a vu corrélativement une explosion de complicité avec des gens qui sont arrivés, qui sont coordonnés, qui sont sur les ronds-points, qui ont tenu des ronds-points dans une grande fraternité, des solidarités dans les manifestations hyper violentes, des gens qui partaient carrément à Paris. Donc la complexité impose une complicité croissante. C'est une des clés. Et maintenant, on va en venir au thème de l'éducation, car je veux vraiment parler de ça avec vous. Comment créer le citoyen de demain qui gravitera en cybermodernité? Première question. Quelle école mettre en place? Quelle éducation mettre en place? Quel esprit former? Qu'est-ce qu'on peut donner? Et puis deuxième question,
pour renouveler la démocratie, il faut renouveler le logiciel de l'apprentissage de la citoyenneté. Qu'est-ce qu'on fait dans nos écoles? Dans les familles, bien sûr, il faut aussi en parler. Voilà, comment on éduque des enfants à devenir des citoyens cybermodernes et avec une sensibilité écologique opérante, pas simplement déclarative, mais opérante. Voilà la question que je voulais vous soumettre. Donnez-moi, s'il vous plaît, vos pistes de réponse. Je vais les lire. Je continue vos messages. Et je bois un petit coup. Alors, avocats et juges sont aussi en colère. Macron est branché sur, dit Rose, Macron est branché sur la troisième révolution industrielle. Les Gilets jaunes expriment l'exclusion de cette vague, donc nécessité de proposer autre chose comme les ZAD qu'ils ont cassés. Oui. Claire, j'adore votre idée, il faut que tu expliques un peu le truc, de quoi tu parles. Macron ne paie-t-il pas tout simplement 40 ans de mensonges politiques? Claire, Macron est loin, très loin des soucis des Français. Pourtant, il a des conseillers pour l'interrogation. Comment peut-il faire autant d'erreurs? C'est la fin de la 5e République, on va vers la 6e, dit Rose. Claire, entre parenthèses, excellent et pertinent tes interventions télévisuelles, Vincent, merci Claire. Randy, trop facile, il ne fait rien pour lutter contre ces... alors là, je n'arrive plus à comprendre ton jargon. 40 plus de malgouvernance, 40 ans et plus de malgouvernance, et se fout du peuple comme il dit, entre guillemets. Delia, pour revenir à la question du racisme, je ne pense pas que les Gilets jaunes soient racistes, ils souffrent de fins de mois difficiles et de vivre avec le système D, et là où le bas blesse, c'est que le gouvernement actuel les considère comme extrémistes de droite ou de gauche, alors que c'est ce même gouvernement qui est responsable de cette situation, de cette paupérisation. Il y a davantage de racisme et de mépris social dans les milieux huppés que dans les quartiers populaires. Je te rejoins assez. En fait, ce que moi j'ai vraiment compris dans ma chair avec les Gilets jaunes, je me suis évidemment déplacé et j'ai été au sein des manifestations. Ce que j'ai vraiment compris, j'ai compris ce que c'est pour quelqu'un qui est modeste de voter Marine Le Pen. J'ai compris ça. J'ai compris un truc, je vous garantis. Alors je le savais sur le papier, intellectuellement, mais j'ai compris que quand on en a marre et qu'on est frustré, on vote pour le truc qui va foutre la merde dans la démocratie. J'ai compris ça. Et c'est évidemment pour moi horrible, parce que le Rassemblement national a compris ça bien avant moi et utilise ça, et c'est un piège. On sait très bien que c'est un piège populaire. C'est un piège populaire. Le populisme est un piège populaire. Mais j'ai vraiment compris le ras-le-bol, la colère envers les élites, envers la plutocratie, la colère face aux injustices, et on dit je vais appuyer sur le détonateur. Alors je l'avais quand même compris dans mon livre Sinistrose pour une renaissance du politique, que j'ai écrit en 2002 lorsque Jean-Marie Le Pen est arrivé au deuxième tour de l'élection présidentielle. J'analyse quand même tout ça, mais là je l'ai compris physiquement presque, dans le rapport aux autres. Et c'est à ça aussi qu'on doit répondre. Des co-individualistes qui à tout moment peuvent cesser de faire avec et rester libre. Bah oui, ça t'a un peu résumé. Et c'est parce que ce sont des co-individualistes, et nous sommes des co-individualistes, qu'on ne veut pas de représentants. Parce que le co-individualisme reste un individualisme, même s'il est collectif et connectif. Il n'est même pas collectif, il est collectif quand il est dans le réel. Il devient collectif, mais il naît, NAIT, dans la connectivité. Donc c'est le c'est pas du collectif, c'est du connectif en passe de devenir collectif. Et c'est très important de comprendre qu'il y a une sorte d'accouchement du peuple. Le peuple accouche de lui-même. Le peuple grossit. Excusez-moi un peu la métaphore biologique. Le peuple grossit dans le débat virtuel, dans le connectif, et le peuple accouche de lui-même dans le collectif réel. Et c'est tout à fait passionnant de voir ça quand même. Et du coup, il n'est pas tellement selon des idéologies qui auraient été depuis longtemps inséminées dans la tête des gens, il est beaucoup plus proche du dernier live qu'il y a eu et des dernières discussions qu'ils ont eues, discussions que certains disent de commerce ou discussions de bistrot sur Internet. Mais en fait, la discussion de bistrot sur Internet, c'est plus du tout une discussion de bistrot. Elle est archivée, elle est documentée, elle est avec beaucoup de monde et avec beaucoup d'intelligence aussi qui permet de rectifier les choses. Ou alors dans des bulles à filtre, vous savez qu'il y a ce système de bulles à filtre avec les algorithmes Facebook, et c'est un des grands périls de la cybermodernité, c'est de
nous enfermer dans des illusions, parce que si on recherche des choses dans un domaine A, eh bien Facebook va nous présenter beaucoup de vidéos qui touchent au même domaine A en oubliant le domaine B. Donc les opinions ont tendance à se renforcer plutôt qu'à se réfuter. Et donc on est très loin de la philosophie. Et je pense vraiment qu'une éducation cybermoderne est une éducation philosophique au sens fort du terme, et encore faut-il qu'on se souvienne ce que c'est le sens fort, car aujourd'hui on nous a présenté une philosophie plutocrate. Alors, toute la philosophie qu'on nous montre est une philosophie des riches pour les riches, quand le bas peuple est invité à la philosophie, il doit être humilié, il doit se sentir tout petit face aux grands professeurs. Et donc on n'est pas du tout avec une philosophie dans la rue que je plaide depuis maintenant plus de 10 ans, en disant la philosophie, elle est populaire ou elle n'est pas. Aujourd'hui, en 2018, elle est populaire ou elle n'est pas. Et qu'est-ce que ça veut dire une philosophie populaire? Pas au sens d'Onfray, c'est-à-dire des professeurs donnent des cours bénévoles au peuple. Ben, c'est pas ça du tout ce que j'appelle la philosophie active. La philosophie, c'est philosopher, c'est pas apprendre de la philosophie. Et je dirais même, on est aujourd'hui dans un philosophiquement correct qui consiste à vénérer les 20 philosophes au programme de terminale qui ne servent pas à grand-chose, il faut dire ce qu'il y a, qui ne servent pas à grand-chose. Par contre, il y a plein de pensées intéressantes, c'est toujours bien de se faire son jugement, et au détriment de philosophes actuels qui sont là, qui peuvent exister. Je ne parle pas du tout de moi, je parle des philosophes qu'on trouve dans les youtubeurs, sur les réseaux sociaux, des jeunes. On est tous plus ou moins philosophes aujourd'hui. Plus ou moins philosophe. Et donc il faut une philosophie qui soit une philosophie d'acte, d'action. Une philosophie qui permette en fonction des besoins, de nous faire vivre pleinement les potentialités du co-individualisme. Et non pas le risque de l'individualisme connecté qui consiste à s'enfermer dans des bulles en oubliant le jugement critique. La philosophie aujourd'hui, pour moi, la première matrice de l'éducation, je pense qu'il faut presque donner que de la philosophie dans l'éducation, avec tout ce qui va avec, maîtrise de la langue, maîtrise de la logique. Maîtrise de la langue, maîtrise de la logique, c'est déjà pas mal. La grammaire, les maths, tout ça, c'est maîtrise de la logique, maîtrise de la langue, maîtrise de la créativité des idées. Imaginez, bon, je ne vais pas trop ouvrir le débat, j'attends de voir vos remarques. Il faut absolument des espaces physiques, pas que virtuels, dit Rose, du vert aussi, des jardins dans les villes. On a besoin de manger, de recréer des économies pour les petits. Ouais, je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, très intéressant ce que le maire de Dunkerque, Damien Carême, un maire écologie Les Verts, a mis en place dans Grande-Synthe. Grande-Synthe, c'est tout à fait au nord de la France, c'est la pointe là, pas loin de Dunkerque. Et Grande-Synthe, il s'est dit, voilà, c'est une ville qui est touchée par le chômage, c'est une ville qui souffre, il y a une paupérisation énorme. On va tout miser sur l'écologie sociale, l'écologie politique, l'éco-socialisme, appelez ça comme vous voulez. Et du coup, on a quoi? On a des bus gratuits, on a le doublement de l'aide à l'amélioration thermique des maisons, on a des aides pour acheter les vélos, on a des projets de fermes urbaines, on a des jardins potagers au pied des barres d'immeubles, du troc solidaire, ouais, tout ce qui nous fait rêver en fait. Voilà. Et ça, c'est extraordinaire parce que Grande-Synthe, allez voir un peu ce qui se passe dans cette ville, qui est une sorte de laboratoire de comment l'écologie concrète dans la ville, ce qui rejoint un peu le municipalisme, notre épisode numéro 1 d'EcoCyber, on a parlé de ça. Là, c'est concret, Rose. Hein. C'est très concret et ça permet de se sortir d'affaires. L'écologie est une solution sociale. L'écologie est une solution sociale. Elle n'est jamais vendue comme ça, mais c'est une solution sociale. Et vous comprenez pourquoi un gouvernement plutocrate qui favorise les riches de façon éhontée, a absolument peur de cette écologie-là. Parce qu'une écologie où les pauvres s'organisent, font du troc solidaire, essayent de recomposer de la démocratie publique, du débat critique, etc., c'est une écologie qui va produire des contestataires de la plutocratie. Le risque de l'écologie, et Nicolas Hulot l'a un peu fait comprendre lorsqu'il a écrit et lorsqu'il a parlé de pourquoi il est sorti du ministère de l'écologie. L'écologie est une menace pour Macron. C'est une réelle menace. Parce que l'écologie, poussée dans ses retranchements critiques, est une critique du néolibéralisme
de l'impérialisme social, je fais référence au dernier article que j'ai écrit, hein, les Gilets jaunes contre l'impérialisme social, et puis les jeunes qui prennent la suite des Gilets jaunes. Et donc l'écologie conséquente est une contradiction de la plutocratie. Et voilà pourquoi ça biaise. Et Nicolas Hulot, qui n'a pas pu tenir longtemps là-dedans, montre ça, même si pour moi, c'est pas un ami 100% de l'écologie. Mais qui est quelqu'un de plus ambigu que ce qu'on peut croire. Mais n'empêche, son discours a fait mouche et il a touché l'opinion. Parce que justement, donc il faut présenter pour la plutocratie une écologie qui soit dénuée de toute espèce de subversion politique. Et c'est pas possible. C'est forcément subversif, l'écologie, ça nécessite de changer son état d'esprit, de changer son rapport aux autres, de changer son rapport à la nature, considéré non pas comme une richesse à exploiter pour faire du fric, mais considéré comme quelque chose à garder. C'est du gardiennage qu'il faut faire avec la nature, c'est pas de l'exploitation. Et donc il y a une sorte de biais absolu entre Macron et l'écologie. Et donc ce qui nous vend dans l'écologie, c'est que quelque chose de purement, je dirais, gestionnaire. Et une écologie gestionnaire, c'est pas de l'écologie, c'est faux, ça marche pas. Et donc voilà. Donc ça, c'est très important pour comprendre quelque part les gilets jaunes dans leur inconscience de départ, dans leur ras-le-bol hyper affectif, leur colère, etc. C'est pas pour rien que ça a démarré sur l'idée d'une taxe de l'écologie, parce que c'est évidemment de l'enfumage. Évidemment de l'enfumage, parce que les sociétés polluantes, on les taxe pas suffisamment, et on les connaît, mais elles appartiennent à la plutocratie. Voilà. Donc merci Rose, oui tout à fait. Ce gouvernement a aussi traité d'extrémistes les zadistes. Les zadistes, comme c'est quoi? C'est une zone affective localisée dans le réel. Ça va pas. Déjà dans le virtuel on les flique. Des zones affectives dans le virtuel ça fait peur. Mais imagine dans le réel, c'est pas possible. Donc effectivement, c'est extrêmement subversif pour tout ce qui consiste à s'organiser en utilisant les canaux de la cybermodernité pour faire des passages au réel. On peut appeler ça comme ça. Des passages du connectif au collectif, c'est extrêmement dangereux. Pour moi, dit Muriel, l'oligarchie est un régime politique qui est représentatif d'une caste où la source de leur pouvoir est la richesse, et ça rejoint la plutocratie qui est un système politique ou social dans lequel le pouvoir est exercé par les plus riches. J'ai du mal à voir la différence, Vincent. Comment t'expliquer la différence? Il faudrait revenir à Aristote et Platon. Comment t'expliquer la différence? Dans l'idée d'oligarchie, il y a l'idée de caste. Je ne pense pas que ça fonctionne par caste. Je pense qu'il y a plein de castes et les castes sont ennemies les unes aux autres et que les riches se font la guerre. Il ne faut pas oublier ça. Voilà pourquoi je préfère parler de plutocratie. Les riches se font la guerre. Les riches se font la guerre. Il y a des groupes opposés, il y a des conglomérats complètement... pense à Apple et Samsung. Hein. Les riches se font la guerre. Les laboratoires pharmaceutiques ne sont pas du tout des camarades. Voilà. Donc l'oligarchie nous donne l'impression d'une sorte d'entente de la caste dirigeante. Non. Et non, c'est oublier l'idée qu'en fait, c'est une guerre. Et c'est parce qu'ils se font la guerre, en utilisant d'ailleurs la planète, le peuple qui part à la guerre réelle, hein. La plutocratie, c'est ça. La plutocratie, c'est les riches qui décident, mais les riches peuvent être les uns contre les autres. Vous voyez, c'est pas une sorte de caste. Alors que l'oligarchie nous renvoie, c'est pour ça que c'est très mélanchonien, l'oligarchie, c'est un concept assez mélanchoniste. Hein. On nous a privés de notre souveraineté, les puissants décident et s'organisent. Donc c'est une vision un peu complotiste, un peu vieux Marx, quoi. Voilà pourquoi l'idée de plutocratie me semble beaucoup plus pertinente. T'es riche, tu as une école pour les riches, mais tu as une formation pour les riches, tu as un mode de vie, un lifestyle de riche, et tu as des bulles cognitives, tu t'enfermes dans tes filtres hors sol parce que tu es riche, et donc c'est tous les désavantages et les avantages de la richesse en tant que telle, pas le fait d'appartenir à une caste et d'être un membre de. Voilà, j'espère que j'ai été un peu plus clair. Voilà. Outre le fait aussi que on est dans un mot absolument horrible. Plutocratie, quoi. T'as envie d'être plutocrate? Moi, j'aime bien ces mots qui peuvent sonner comme des insultes alors que c'est pas des insultes. C'est un peu ce que j'ai utilisé en parlant d'encouplement pour parler du couple obligatoire, de ce côté un peu enfermant de l'amour dans un petit couple. Voilà. Donc l'encouplement, on n'a pas envie d'être un encouplé, on a envie d'être un amoureux. Voilà. Donc c'est important d'utiliser la langue et de créer comme ça des outils et des armes intellectuelles. Rose, ce gouvernement aussi, oui, tu l'as dit. Liliane, du connectif pour les idées et non pour un leader, c'est ça. Claire, bonsoir, une piste pour l'éducation, ECMS, éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire, c'est très utile je trouve. Merci, on va voir ça, c'est en Belgique.
Merci beaucoup Claire, on va aller voir ton lien. Estelle, la politique de Macron est de diviser pour mieux régner. Machiavélisme, le peuple est prisonnier. Rose, les élites sont des êtres qui vivent dans le virtuel, les tableaux, les chiffres, les informations, ils ne sont pas ancrés. Les financiers travaillent avec l'IA, c'est le secteur qui utilise le plus cette technologie. Nous avons affaire à des décideurs qui se transhumanisent, leur sensibilité est froide. D'accord, donc il faut analyser le rapport quantitatif entre vie virtuelle et vie réelle. D'accord, on va voir ça. Delia, il y a un film qui résume le piège du populisme, la crise avec Vincent Lindon. Tim Seed dans le film est chômeur. À première vue raciste, on apprend plus tard qu'il a été élevé par sa belle-sœur algérienne et que sa souffrance ne vient pas de l'étranger mais de l'injustice sociale. Très beau film, effectivement. Un film philosophique, vraiment, qui a un effet philosophique, qui fait réfléchir et qui prolonge des réflexions qu'on a. Pour l'éducation, dit Delia, il faut casser l'idée que l'écologie appartient aux élites ou aux classes sociales aisées. Nos grands-parents d'origine modeste étaient écologistes avant l'heure. Intéressant. Muriel, oui Frédéric, d'où l'importance de participer à des ateliers constituants, se réapproprier la Constitution en écrivant des articles de la Constitution. Rose, oui, l'écologie est une solution sociale, très puissant le troc solidaire, c'est leur hantise car il sort du système financier. Claire, cybermodernité concernant l'éducation, j'apprécie les initiatives pour lutter contre les fake news, les décodeurs du monde, etc. Tu nous donnes plein de liens, merci beaucoup, super. Ma ville, port de Port-de-Bouc dans le pays de Martigues, va devenir une ville qui va utiliser les énergies éco, mer, soleil et vent pour faire de belles économies et réhabilitant des quartiers vieillissants, et c'est très encourageant dit Randy. Super. Muriel, oui, parce que les activités, les productions des multinationales qui ont le pouvoir ne respectent pas l'environnement et détruisent tout, donc forcément l'écologie, c'est pas prioritaire avec ce gouvernement. Merci Vincent, je vois mieux la différence entre les deux, super. Hakim, les riches se font la guerre, c'est clair, et les pauvres sont leurs pions. Ne penses-tu pas que tout est scellé, que l'avenir sera l'effondrement de nos sociétés, vu notre rythme pour changer? Je vais rebondir sur ta dernière question. Il nous reste une demi-heure ensemble. N'hésitez pas, vous avez vu, hein, je prends en compte toutes vos remarques. Et voilà, je réponds comme ça par bloc, c'est beaucoup plus simple. Donc n'hésitez pas à balancer, partager, balancer, commenter. Voilà, c'est le nerf de la guerre pour la demi-heure qui nous reste. Hakim, oui, je vais reprendre un peu... Le tout est scellé, ce sentiment de non seulement tous pourris, mais en plus ça décide en haute sphère, et nous on n'a pas le voile au chapitre. C'est un sentiment que, en fait, c'est ce sentiment-là qu'il faut inverser. Et je pense, quelqu'un posait la question tout à l'heure, j'ai oublié son nom, disait est-ce que c'est un basculement sociétal, la crise des Gilets jaunes? Je pense que oui. Je suis extrêmement fier de la France pour ce qu'elle a fait avec les Gilets jaunes. C'est-à-dire non seulement les Gilets jaunes, mais le soutien lucide par rapport aux Gilets jaunes. Je pense que là, on a envoyé un message dans le monde entier. Et les touristes, je ne pense pas qu'ils fassent tous la gueule. Je pense que ceux qui étaient là, bon, j'espère qu'ils n'ont pas pris de bombes lacrymo, mais je pense que c'est quand même intéressant. La France. J'étais à Lisbonne il y a quelques jours, il y a 2-3 jours, et donc on me demandait, les Gilets jaunes, qu'est-ce que c'est ce truc, mon Dieu, et ils étaient ébahis. Ils étaient ébahis parce qu'ils comprenaient que c'était un malaise social et que c'était grosso modo la révolte des pauvres contre les riches. Et en plus des pauvres humiliés. C'est-à-dire que les pauvres, il n'y a même pas, on les humilie à longueur de journée, à longueur de phrase. Mais en plus, ils disaient, mais il n'y a que en France qu'on peut voir ça. Parce que la mentalité portugaise actuellement, elle peut être un peu résignée, un peu mélancolique. Même s'il y a des grandes révolutions et que ça peut être très violent parfois. Et donc, il me posait beaucoup de questions et j'ai eu des discussions assez intéressantes. Et l'idée, c'était, il n'y a qu'en France que ça peut exister. Pourvu que ça continue, pourvu que la France nous montre là que quand le peuple en a marre, eh bien ça bouge. Et les Gilets jaunes ont montré, ils ont fait trembler le gouvernement. Je pense que Macron a arrêté de dormir quelques jours, et je pense que toute la plutocratie a compris le problème. Et c'est évidemment pas avec 100 € que ça va changer. Donc là, on a marqué beaucoup de points. Et dans le 11, c'est un 11 citoyen. C'est un 11 citoyen pour justement, Hakim, sortir de ce que tu dis, que tout est scellé, ce sentiment que tout est foutu, qu'on ne pourra rien faire. Les Gilets jaunes, ils ont compris comment
percé la coque médiatique. On n'a parlé que d'eux, alors qu'ils étaient quelques milliers. Et regardez les chaînes d'infos de samedi dernier, c'est-à-dire d'hier en fait, hein, le 15 décembre, il y avait très peu de gilets jaunes par rapport aux grandes mobilisations, c'était 2 fois moins que la dernière fois, et les chaînes d'infos étaient mais hystérisées avec ce phénomène-là. Donc là, on a compris quelque chose, le peuple a compris quelque chose. On a compris que des manifestations pacifiques, bien organisées, avec des syndicats, etc., ce n'est plus cybermoderne. Et que ça n'a plus l'impact que ça pourrait avoir si on n'injecte pas le tumulte, le flou, la complexité-complicité, le connectif à 200%, les fake news, les complots. Les complots et les fake news, les gens critiquent. Moi, je critique puisque je suis pour la vérité. Mais en fait, est-ce que c'est si critiquable que ça? Premièrement, les fake news, ça fait peur. Un mouvement avec des fake news fait beaucoup plus peur aux braves gens, comme disait Brassens, qu'un mouvement hyper lucide et rationnel. Il fait peur pour 2 niveaux. D'abord parce qu'on ne sait pas où ça va. Une fake news, on ne peut pas la contrôler. Les rumeurs, on ne sait pas comment les diriger. Donc c'est imprévisible. Et ça fait peur. Alors que si vous êtes sur la rationalité, un ordinateur peut calculer votre rationalité et vous dire où vous allez aller rationnellement. La fake news vient faire bugger le calcul prédictif d'une intelligence artificielle. Deuxièmement, les fake news, ça fait peur parce que c'est connecté à l'émotionnel. Vous savez bien comment ça fonctionne. Une fake news, c'est de l'émotionnel plus une charge d'information. Et ça nous heurte. Et puis, deuxième chose importante, la fake news, elle peut être désamorcée. Mais vraiment, on l'a vu. Ce qui n'empêche pas à la fake news d'avoir un impact. C'est l'opposé des bombes à fragmentation qu'on a dans les forces de l'ordre. Vous savez, ces tirs comme ça de lacrymogènes. La fake news est une bombe d'émeute urbaine, cybermoderne. Je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup qui aient raconté ça. Hein. Je pense que là, on trouve quelque chose de nouveau. Je le trouve grâce à vous, je ne l'ai pas préparé. Mais je pense vraiment que la fake news, elle fait peur comme des bombes peuvent faire peur. Ça mobilise. La fake news permet de mobiliser le peuple sur des choses fausses. On est bien d'accord qu'elles sont fausses, mais elles peuvent être désamorcées, mais elles permettent au sentiment d'exister, de se coaguler. Elles permettent beaucoup de choses. C'est très dangereux ce que je dis, parce qu'il y a des fake news qui peuvent être horribles. On peut lyncher des gens à cause des fake news. On peut discréditer des populations et des minorités à cause des fake news. C'est horrible. Donc je ne suis pas en train de vous dire vive la fake news. Je suis en train d'analyser comment la fake news est une puissance qu'on pourrait peut-être utiliser en sortant le côté fake de la fake news. On pourrait essayer de neutraliser la charge toxique et intoxique de la fake news sans neutraliser la puissance subversive, spontanée et irrépressible de la fake news. Il y a peut-être quelque chose dans la fake news, cette bombe de sentiments à fragmentation, cette bombe d'idées où on se connecte. Il faudrait faire des true news, des sortes de fake news qui soient fake juste pour le temps de la contagion et qui se désamorcent elles-mêmes. Un peu comme on peut dire, ce message s'auto-détruira dans 30 secondes. On pourrait dire, cette fake news s'auto-invalidera dans 2 jours. Mais on en a besoin pour 2 jours. Alors j'ai pu tester ça à une échelle tout à fait rigolote avec Tintin. J'ai construit moi-même une fake news, alors je ne voulais pas mettre de fake news raciste évidemment, enfin horrible. Donc j'ai pris une fake news qui concerne un personnage fictif. Tintin. Tintin, franchement, on peut tout dire sur Tintin. Hein, on ne va pas pleurer parce qu'on a dit du mal de Tintin. Ils ont tous pleuré, hein, je vous le rassure, mais bon, c'est pas grave. J'ai utilisé Tintin et j'ai essayé de démontrer avec un post que j'ai mis sur Facebook, quelqu'un va pouvoir le retrouver, je sais qu'il y a des chercheurs sur Facebook patentés parmi vous. J'ai appelé ça, donc il y avait marqué fake news en gros, hein, il y avait marqué fake news sur ma photo. On voyait Tintin et j'ai démontré que Tintin était une fille pour l'esprit d'Hergé, c'est-à-dire qu'Hergé, quand il dessine Tintin et qu'il invente des histoires de Tintin, j'ai démontré que pour Hergé, pas pour tout le monde, pas pour le lecteur, mais pour Hergé, c'est une fille. C'est une fille, et je le démontre. Tintin est une fille dans l'esprit d'Hergé, et d'ailleurs c'est lié à son enfance, et c'est lié, et d'ailleurs quand en 1941, Hergé décide de représenter Tintin au théâtre, le diamant bleu du Maharaja, ça s'appelle. On est en 1941. Hergé choisit une fille, Jeanne, elle s'appelle Jeanne, pour incarner Tintin. C'est quand même, vous êtes auteur de Tintin, vous décidez pour la première fois de le mettre au théâtre et vous choisissez une petite fille pour incarner Tintin. Donc voilà. Bon. Donc j'ai balancé cette fake news en 5 jours. Elle a fait le tour du monde. En 5 jours,
Jusqu'en Chine, j'ai eu des articles, un philosophe dit que Tintin est une fille. Ça a commencé avec, en France, où les journalistes m'interrogeaient et me demandaient alors pourquoi, comment, machin. Mais j'ai dit, à la fin de l'interview, je disais, mais vous savez qu'il y avait marqué fake news? Et la journaliste m'a dit, oui, oui, je sais, mais c'est pas grave. Et dans son article, elle ne mentionne pas qu'il y a marqué fake news en gros. Donc elle a besoin de ces fake news. Elle a besoin de ces fake news que j'ai pu désarçonner, dédramatiser avec un article dans The Guardian, ou un article anglais donc, où la nana m'a dit, bon là vous bluffez, qu'est-ce que vous faites? Et là j'ai raconté tout ce que je vous dis là. C'est-à-dire que j'ai pu lancer une fake news, faire le tour du monde. Certains ont dit que c'était pour me faire connaître dans le monde entier. J'espère me faire connaître autrement qu'avec avec un Tintin-gate. En fait, dièse Tintin-gate, vous trouverez des choses. Et j'ai pu la désamorcer en un seul article en disant coucou, c'était faux, il y avait marqué fake news. Donc c'est quand même la preuve, c'est qu'il y avait marqué fake news. Et c'était faux et j'ai voulu tester une fake news. Voilà ce que je vous dis, c'est que j'ai pu tester une puissance de fake news complètement futile, je vous l'accorde, désamorçable. Je pense que là, on a quelque chose de l'ordre de l'avenir et des mobilisations à venir. J'insiste sur ce mot de mobilisation. Finalement, l'éducation cybermoderne qui permettrait de mettre l'écologie et la démocratie en chantier, c'est une éducation qui apprend aux jeunes à se mobiliser. Dans un monde où on est de moins en moins attentif, où on est nimbé de translucidité, de flou, un monde où on n'a plus de repères, où tout est trop complexe, eh bien, il faut créer une éducation qui permette de faire des focus, des mises au point en utilisant sa cybercommunauté, donc dans le co-individualisme, pour faire des focus en fonction des besoins, accepter le flou d'une fake news, revoir une fake news et la critiquer pour la désarçonner, accepter finalement, accepter une sorte de compréhension vitaliste de la pensée et des interconnexions humaine. Un peu ce qu'une philosophe brésilienne, Helena Lugo, elle s'appelle, Lugo, appelait de la macropsychologie. Elle parlait des foules, elle parlait de groupes, et la macropsychologie, c'est la prise en compte de tous les changements individuels, mais à l'échelle de la totalité. Et il faut lire, alors je peux vous recommander deux, trois livres. Helena Lugo, oui, elle est assez intéressante. Bon, je ne pense pas qu'elle soit traduite en français. Elle est assez intéressante sur ça. Il faudrait créer presque une éducation macro-philosophique. Pas Macron, hein, macro. C'est-à-dire la capacité, tous ensemble, d'aller quelque part dans le jugement critique, mais individuellement de pouvoir être capable de tous les jeux délirants, des hypothèses farfelues, des Tintin-gate, en veux-tu, en voilà, sous forme d'hypothèses qui seront peut-être, parce que qui nous dit pas, peut-être que la fake news est une tentative hypothétique de tester des hypothèses qui attendent une invalidation. Bah, allons savoir. Et que, faute d'invalidation, alors qui est une puissance légitimante pour invalider une fake news? Est-ce que les journalistes remplissent ce rôle? Moi j'ai l'impression que ça marche quand même comme ça. J'ai l'impression que les journalistes, et on a vu leur rôle pour les Gilets jaunes, je prends vos messages juste après, j'ai l'impression que les journalistes jouent justement le rôle d'arbitre dans cette sorte de marché vital, mouvant, en reconfiguration constante, de la vérité qui se compose de mensonges et de cybermensonges, de l'intox et de l'info qui se mélangent, et le journaliste, par un article argumenté, etc., voire même le scientifique, qui intervient même au degré de légitimité quasiment supérieure aujourd'hui, tel qu'il est présenté, parce qu'il y a une communauté qui est les garants d'une communauté, arrive pour désarçonner des hypothèses populaires. Parce que peut-être que dans le phénomène des complots et des fake news, on a affaire à des hypothèses un peu paranoïaques populaires. Et une hypothèse attend son invalidité, attend son invalidation. Donc vous voyez un contenu subversif, spontané de tout ça, et on est loin de la pensée binaire, le bien c'est l'info, le mal c'est l'intox. Non, le mal c'est pas l'intox, car l'intox peut faire trembler un gouvernement injuste, l'intox peut mobiliser, l'intox peut faire passer des individus connectés aux individus collectifs. Et en tout cas, elle fait débat. C'est pas vrai qu'on mange de l'intox comme ça sans réfléchir, on n'est pas en Amérique. Il y a quand même une culture, et on le voit bien dans les débats, c'est quand même des débats de qualité qu'on a en France, même parmi les jeunes. Je regarde un peu leur Facebook Live quand ils ont 16-17 ans, ils sont intelligents quand même s'ils balancent des choses énormes et des choses parfois extrêmement nauséeuses. Il y a toujours quelqu'un qui vient tirer une sonnette d'alarme, et c'est toujours assez intéressant. Moi je suis assez fasciné par tout ça. Reprenons le fil de notre réflexion.
Euh, alors, waouh, vous dites plein de choses. Euh, alors, on peut basculer. Alors, Rose, effondrement social, nous avons besoin de changer. Muriel, soyons acteurs de notre avenir. Rose, en faisant émerger des systèmes réseaux. Voilà, ça c'est une réflexion. La puissance des jeunes qu'il faut former, c'est des jeunes qui font le tri dans le chaos du monde. C'est-à-dire des jeunes qui sont capables d'accepter le chaos, ce que la génération précédente n'acceptait pas. Capables d'accepter de ne pas savoir et d'être complètement paumés. Mais capables aussi de pouvoir se connecter les uns aux autres pour créer effectivement une sorte de système neurocognitif, je ne sais pas comment l'appeler, une zone affective intelligente. Une zone affective intelligente. Enfin, c'est pas mal ça. Elle peut être bête, hein, la zone affective, mais elle est capable d'intelligence, ce que j'appelle une intelligence connective. L'intelligence connective, c'est la capacité dans un bordel ambiant de pouvoir se connecter pour essayer d'y voir clair. En fait, nous sommes dans un univers où voir clair, simplement voir clair, je ne dis pas analyser, théoriser, conceptualiser, méditer, non, juste voir clair nécessite une organisation co-individualiste, une organisation connective. Juste le focus, la puissance du focus pour aller au-delà au-delà de tout ça. C'est assez intéressant. Ce qu'une philosophe tunisienne, Fatima Chemar Haddad, vous pouvez le noter, ceux qui parlent un peu arabe, Chemar KH, Chamar CHAMAKH-Haddad HA2DAD. Voilà. Fatima appelle justement la vigilance philosophique. La vigilance philosophique, c'est une sorte d'état d'esprit. Moi, je dis qu'elle est maintenant cybermoderne, donc connectée. C'est un état d'esprit qui chemine vers la lucidité. La lucidité est le résultat du combat. On inverse par rapport aux luttes d'avant. On n'est pas d'abord lucide d'une situation et ensuite on part en guerre. On est lucide des injustices et après on part en guerre. Là, on est lucide de rien du tout. Mais on part en guerre. Pour cheminer par cette vigilance philosophique, le débat critique sur les réseaux sociaux, pour cheminer vers la lucidité. Je vais vous le dire très simplement, les gilets jaunes au début, ils ne savent même pas pourquoi ils se révoltent. Quand on les interrogeait, c'était « ouais, il y en a marre ». Pourquoi? Mais alors vous voulez quoi? Je ne sais pas ce qu'on veut, mais il y en a marre. Il y en a marre. On se sent humilié, on se sent exploité, il y en a marre. C'était complètement flou. Et ça ne les empêchait pas de se mobiliser. Donc avant, il fallait que ça soit un peu clair. On est contre la royauté, on est contre tel et tel. Mais les gilets jaunes, même s'ils étaient au début contre une taxe, ils étaient dans le flou. Et donc, on est dans la nécessité de créer des citoyens en termes éducatifs capables de ce que Fatima Chemar Haddad appelle la vigilance philosophique. Un cheminement, sauf que maintenant il est cybermoderne, un cheminement connectif vers la lucidité. Je pense que les gilets jaunes aujourd'hui sont lucides après un mois de flou et de mobilisation. Et c'est peut-être au moment où ils n'ont plus tellement besoin d'être sur place et de se mobiliser de façon collective qu'ils accèdent à une certaine lucidité connective. Vous comprenez? C'est un accouchement. Je pense que pendant un mois, on a eu l'accouchement d'une zone affective intelligente, avec des fake news et tout ce que vous voulez, mais je vous ai expliqué la nuance à apporter à ça, c'est pas le bien, le mal. Et donc on a affaire à un peuple qui s'accouche de lui-même. Le peuple, avec les gilets jaunes, s'est accouché de lui-même à travers le réel. C'est un peuple connecté dans le transréel, dans le virtuel, et il s'est accouché de lui-même dans le réel. Bah, waouh. Moi, ça me parle. Je ne sais pas vous, moi, ça me parle et ça m'ouvre des portes, là. Je ne sais pas, c'est ça le but de nos Agora vidéo live. Hein. Un accouchement social. Ça mériterait 50 articles. C'est un accouchement. Quand Nietzsche disait « Donnez-moi un nouveau peuple, j'ai besoin d'un nouveau peuple », un peuple d'artistes, de surhumains, hein, d'artistes, eh bien, c'est ça, quelque part, le peuple se crée lui-même. Voilà ce qu'on voit avec les gilets jaunes. C'est pas pour rien qu'ils ont le gilet comme une mue de serpent, comme un serpent qui mue. C'est une nouvelle peau. C'est la peau de celui qui est en état d'urgence, qui est jaune fluo. Flou et fluo, vous avez peut-être vu mon intervention là-dessus, flou et fluo. C'est à la fois flou et à la fois fluo, si on joue sur les mots comme au Scrabble. Et en fait, c'est comme une nouvelle peau. C'est la peau de celui qui s'est en fait retiré l'invisibilité qui collait à sa peau. Cette cape d'invisibilité que les plus modestes avaient avec un gouvernement qui ne les voyait pas, tout d'un coup, ils ont gratté et ils ont accédé ensemble, connectivement et collectivement, à une survisibilité, parce que le fluo, c'est survisible, c'est pas simplement visible, on ne voit que ça, et même dans la nuit, vous avez vu, ça brille.
Donc on ne peut plus invisibiliser le gilet jaune. Il n'est pas fait pour ça. Il a été le fruit de millénaires de technologie humaine, un peu comme la fourchette. Il faut 100 000 ans pour créer la fourchette d'évolution humaine. Ben, le gilet jaune, il faut aussi 100 000 ans, 200 000 ans pour qu'on puisse inventer le gilet jaune. Il n'existait pas en 14-18. Enfin, on avait la culotte rouge au début de 14-18, je crois, où on se faisait tirer comme des lapins parce que, évidemment, faire la guerre avec du rouge sur soi, c'est un peu visible. Bon, mais passons. Vous voyez ? Donc, c'est l'accouchement d'un peuple, presque physiquement, qui n'était pas lucide au départ et qui finit par cheminer vers la lucidité. Pourquoi il chemine vers la lucidité ? Parce qu'il philosophe, il discute, il dialogue, il se critique, il s'autocritique. Et même si, là aussi c'est un réflexe, et je prends vos messages pour finir juste à la fin, on croit que parce que quelqu'un fait un Facebook Live, tous les gilets jaunes se soumettent à son jugement. Mais c'est pas ça. C'est une sorte de proposition parmi d'autres. Et là-dedans, il y a du bon à prendre et du moins bon. Un peu comme ce présent live, où vous êtes d'accord avec certaines choses que je dis et pas d'accord avec d'autres. Donc vous n'êtes pas, même si vous êtes mon super fan et que vous likez tout ce que je dis, c'est pas pour ça que vous êtes 100% d'accord. Donc le peuple qui s'accouche de lui-même a des représentants, non pas politiques, mais d'opinion. Mais il y a une pluralité de marchés d'opinion. On a bien vu que ça pouvait aller de l'extrême gauche à l'extrême droite en passant par toutes les couleurs. Et donc il y a une pluralité d'opinions et chacun fait son marché d'opinion et après agit. Et ce qui est fort, c'est que malgré les dissensions d'opinion, ils agissent de concert. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de grands conflits inter-gilets jaunes comme tout le monde a voulu les décrire. Ils ne se sont pas mis sur la gueule. Ils vont peut-être maintenant se mettre, s'ils font des listes européennes, je ne sais pas, mais ils ne se sont pas mis sur la gueule, ils étaient complètement coordonnés, et pourtant totalement disparates dans leurs aspirations. Il y en avait qui avaient voté Macron, d'autres qui avaient voté Le Pen, c'était complètement, d'autres Mélenchon, enfin les opposés étaient là. Vous voyez ? Ça c'est assez passionnant d'analyser avec cette profondeur-là. Et je pense que, bon, je pense pas, je vais lire vos messages pour les 10 dernières minutes qui nous restent, et n'hésitez pas à commenter, je vais tout lire, et comme ça on finit évidemment avec votre écho de tout ce que je peux dire, et ça me nourrit, vous avez vu, je me nourris de vous là, hein. Et je pense que c'est la première fois qu'on va loin sans chose que j'ai préparée, et c'est à mon avis beaucoup plus passionnant. Le peuple doit retrouver sa puissance, quittons cette lâcheté, dit Estelle, puissance contre pouvoir. Rose, les gens sont sortis pour un problème concret au niveau matériel. Alors, pas d'accord, dit Rose. L'intox, c'est dangereux et cela contribue au ventre mou du virtuel. Eh bien, je me questionne. L'intox est dangereuse, oui. Mais est-ce que ce danger-là est à éradiquer ? La réponse est on ne peut pas. À partir du moment où tu as des milliers de personnes qui discutent, tu as un phénomène de rumeurs et de petites entorses faites sur la vérité, parce qu'on n'a pas le temps de vérifier tout et qu'on est dans l'action, on est dans l'action de l'accouchement. On est dans l'action d'un passage du virtuel au réel, d'un accouchement que j'appelle transréel. C'est-à-dire l'accomplissement du réel à travers le virtuel et vice-versa. Parce qu'après, le réel nourrit le virtuel. C'est pas simplement, il y a le virtuel et ça passe à l'acte dans le réel. Ça, c'est la vision un peu des Grecs anciens. Mais il y a le virtuel, il arrive dans le réel devient des vidéos et des choses qu'on va se partager dans le virtuel qui va nourrir le virtuel. C'est ça le transréel. C'est une sorte de cycle de production-consommation du réel et du virtuel, et c'est ça la cybermodernité. C'est la définition même de la cybermodernité. On n'est plus dans le réel. On est dans ce que j'appelle le deep curse, le grand envoûtement, la malédiction profonde. Et le deep curse, on va en parler, ça sera tout notre épisode numéro 5, et quelqu'un va nous dire quand c'est, je pense que c'est le mois prochain, mais quelqu'un va aller rechercher, merci beaucoup d'avance, la date exacte, l'heure pourra peut-être fluctuer, mais la date exacte de notre prochain rendez-vous éco-cyber. Dorine, on parle du mécanisme, j'ai perdu ton message, non c'est bon. On parle du mécanisme des fake news car elles sont très courantes chez les gilets jaunes et ce n'est pas les informations qu'elles contiennent qui est intéressant, mais la trace émotionnelle qu'elles laissent. Voilà, t'as tout compris. C'est là-dessus qu'il faut réfléchir sans vouloir conclure. Ne pas vouloir conclure tout de suite. Faire une sorte de diagnostic culturel, comme dit une philosophe chilienne. Alors excusez-moi, je viens de lire beaucoup de philosophes parlant espagnol et portugais. Elle s'appelle Carla Cordua, C-O-R-D-U-A, philosophe chilienne, et elle parle justement de la philosophie comme une sorte de diagnostic culturel.
Et j'aime beaucoup ça. Et c'est ce qu'on doit donner aussi aux jeunes qui naissent dans la cybermodernité. La capacité à faire des diagnostics. C'est-à-dire qu'on prend ce qui est pas bon, ce qui est bon, ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est rumeur, ce qui est émotionnel, ce qui est rationnel, ce qui est scientifique, ce qui est journalistique, ce qui est intellectuel, ce qui est populaire. On prend tout ça et la philosophie est un acte de diagnostic culturel. Voilà. Et, et c'est assez intéressant parce que Carla Cordua, donc cette philosophe chilienne, s'intéresse aux écrivains qui ont nourri la philosophie, qui ont toujours entretenu un dialogue avec la philosophie. Je pense à Kafka, je pense à Cervantes, bien sûr, Borges et d'autres. Et en parlant de ces philosophes, ces écrivains-là, qui nourrissent la philosophie, mais qui restent très populaires, elle dit « Ils nous illuminent sans tyranniser ». J'adore cette expression. C'est des êtres qui nous illuminent parce qu'ils nous montrent des choses nouvelles, mais ils ne nous tyrannisent pas, ça veut dire qu'ils ne nous enferment pas dans leur vérité. Ils restent des romanciers. Cervantes ne nous tyrannise pas. Il nous propose des potentialités virtuelles de vision du monde, de rapport à l'autre, de rapport au corps, de philosophie de vie, mais sans nous tyranniser. Et je crois que illuminer sans tyranniser, c'est exactement ce que doit faire l'éducation du XXIe siècle. Ce qu'elle ne fait pas du tout, je vous renvoie à mon rap, en PLS à l'école, en position latérale de sécurité à l'école. Vous trouverez ça, voilà, qui montre le malaise justement des jeunes qui sont tyrannisés à l'école, profondément tyrannisés partout, par des matières, par un système, etc. Et justement, le but, c'est d'arriver à illuminer, à mettre de la lumière, illuminer au sens de mettre de la lumière. Hein, on n'est pas dans l'illumination gourou mystique. On est dans mettre en lumière, mettre à jour des choses profondes, complexes, sans tyranniser. Du chaos vers la clarté, dit Rose. Oui, il n'y a pas besoin de contrôle. Les choses se font naturellement. Les pouvoirs politiques aiment le contrôle. Merci de le préciser, c'est juste. Claire, les fake news. Ah oui, je vous ai fait réagir avec ma vision des fake news. Hein. Vous y attendiez pas à celle-là. Moi non plus, je m'y attendais pas. Hein. Les fake news, un phénomène. Alors, vous avez le droit de télécharger la vidéo et de mettre des extraits partout où vous voulez. Hein. N'hésitez pas, ça m'évitera, moi, de faire ce travail-là. Donc, n'hésitez pas, vous appuyez sur télécharger et vous coupez les morceaux que vous voulez. Faites des montages un tout petit peu, pas trop fake news, essayez d'éviter. Mais n'hésitez pas à mettre 1 minute sur vos Facebook, hein, ça permet de diffuser nos idées et voilà, d'essaimer. Les fake news, un phénomène pas neuf qui a pris beaucoup d'ampleur. Moi, je pense que la nature est neuve parce qu'elle est justement cybermoderne. Selon moi, c'est super dangereux car cela peut influencer des masses dans un mauvais sens. Radicalisme, etc. Alors, ça influence des masses qui ne sont pas habituées aux fake news, mais ça n'influencera pas, à mon sens, des jeunes qui sont habitués aux fake news, qui ont eux-mêmes à l'école construit des fake news. C'est ça qu'il faudrait dans l'éducation. Construis-moi une fake news. Parle-moi de Napoléon et invente une fake news avec Napoléon qui soit super réaliste. C'est-à-dire qu'il faut donner aux jeunes la capacité de dire le monde d'aujourd'hui est un monde de fake news aussi. Et donc toute l'éducation doit être centrée sur comment, alors qu'on est loin de pas de portable à l'école, hein, comme veut l'éducation nationale aujourd'hui. Au contraire, que des portables à l'école, que des portables. Enfin, que des portables, en tout cas des écrans. Il faut qu'on puisse avoir accès aux fake news, et le but d'une éducation réussie au XXIe siècle, c'est de dire, je vais te donner les instruments, pas le bagage philosophique, je dirais, érudit, mais les instruments, les outils qui te permettent de voir si c'est une fake news, quelle est sa portée, comment rétablir la vérité, où chercher des sources vraies, où chercher le faux, le vrai, la représentation, le fantasme, etc. Pouvoir manœuvrer en cybermodernité, voilà ce que doit faire l'éducation aujourd'hui pour former les citoyens qui de toute façon gravitera, on ne peut plus dans les fake news. Donc, pour nous, les fake news, c'est horrible, c'est du mensonge. Pour un jeune qui sait ce que c'est beaucoup plus compliqué que des choses manipulatrices. Beaucoup plus compliqué, une fake news. Et d'ailleurs, le fait que les Gilets jaunes n'aient pas voulu de représentants, c'est aussi une façon de se méfier, c'est une méfiance générale. Et je ne sais pas si la méfiance, à un certain degré, ne rejoint pas la philosophie. La philosophie du soupçon. La philosophie de la vigilance philosophique, dont parle Helena Lugo. C'est un accouchement, oui, Claire. C'est du Socrate, ça, accoucher de soi-même. C'est vrai, tu as raison, c'est maïeutique. C'est de la maïeutique. Je pense que les gilets jaunes, il y a quelque chose de maïeutique. Voilà, exactement. Mais merci Claire, merci. Et là, on voit la puissance de notre protocole. Je crois qu'on a eu affaire
à une maïeutique politique. C'est-à-dire un peuple qui n'était pas politisé, qui en avait ras-le-bol de la politique, et qui a compris, qui a accouché d'une possibilité de se dire que la politique finalement c'est intéressant, mais il faut rénover ça. Voilà. Et je pense que c'est une maïeutique politique qui s'est mise en place. Et ça terrifie le pouvoir, et ça terrifie finalement ce qu'on a vu avec la répression macroniste, là, c'est qu'on est dans une démocratie à la Oscar Wilde. Vous savez ce que dit Oscar Wilde, vous connaissez Churchill qui dit la démocratie c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et Oscar Wilde, il y a plus d'un siècle, hein, dit la démocratie c'est l'oppression du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et là on a eu les policiers qui devaient être gilets jaunes aussi. On a eu les policiers, donc le peuple, hein, payé par le peuple, etc., et qui rendaient borgne des jeunes de 16 ans. Voilà. L'oppression du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et je crois vraiment que c'est la fin d'un modèle, c'est la fin d'une démocratie, et on va vers cette complicité qu'on essaie de tisser dans nos lives, et je crois qu'on va devoir s'arrêter là, parce que là, le cerveau fume, enfin le mien en tout cas, je ne sais pas si le vôtre fume, dites-moi, racontez-moi comment vous avez vécu cette heure et demie qu'on vient de passer ensemble, mais en tout cas, moi, ça m'a vraiment passionné, merci de toutes vos remarques. Je lis en diagonale vos dernières remarques, et je continuerai bien sûr de les lire, n'hésitez pas à en ajouter. Voilà. Pierre, excellent, fluo et flou. Alors Pierre, je te renvoie, tu tapes fluo, flou, CSPDS et tu auras une vidéo dans laquelle j'explique ça. Et puis il y a un commentaire dans la vidéo, j'ai éditorialisé mes vidéos. Donc c'est analysé. J'ai participé comme j'ai pu à ce mouvement par des lives et par beaucoup de présence télé. Moi qui n'aime pas trop ça, j'ai dû... voilà, je trouvais que c'était important d'essayer de faire avancer ce que j'entendais sur les plateaux, c'est-à-dire un truc complètement has-been, quoi. Ils sont pas contents, faut leur donner de l'argent. Enfin bon, on n'était pas à un degré qui me satisfaisait dans l'analyse nouvelle de ce qui se passait nouvellement. Les invisibles deviennent très visibles, voilà, c'est ça. Dorine, en plus, les couleurs fluo sur la peau de serpent montrent que ce sont les serpents les plus venimeux, t'as raison, et les plus dangereux. C'est vrai qu'il y a un côté guêpe bien rayé de jaune qui pique. Ouais, t'as raison. Donc, la comparaison avec la peau de serpent qui mue est d'autant plus pertinente. Ben voilà, on a trouvé plein de choses. Hein. Attendons les européennes. Oui, attendons. Voyons voir comment ça se passe. Certaines proies savent très bien, par mimétisme, se protéger des prédateurs. Ah, petite maligne, Cécile. Randy, pour laisser la capacité philosophique des jeunes dans l'éducation, il faudra d'abord trouver des profs qui leur laissent la possibilité. Oh que je suis d'accord avec toi, et oh que je vais encore me faire défoncer par tous les profs qui s'imaginent que je suis contre eux, au sens opposé, alors que je suis totalement pour les bons profs, enfin je veux dire. Mais oui, il y a un truc à dire là avec les profs et avec le système qui les précarise aussi et qui les étouffe. Parce que c'est évidemment pas la faute des profs, c'est un système. Comment on traite notre jeunesse en dit long sur l'état politique de notre société. Hein, et elle est en PLS à l'école, la jeunesse aujourd'hui. Voilà. Les fake news, c'est les bobards de tout temps, rien de nouveau. Je suis pas d'accord. Ce que j'essaie de vous montrer, c'est que les fake news ont un rôle dans la construction d'un savoir, fût-il un savoir biaisé. Mais les fake news sont c'est pas du tout la rumeur d'antan. C'est faux. C'est une analyse qui n'a pas compris la cybermodernité, Hakim. Et que j'entends, hein, il y a plein de philosophes qui nous racontent, oui, les rumeurs ont toujours existé, c'est les sophismes, c'est le mensonge. Non, c'est faux. C'est faux. La fake news a un autre rôle en mobilisant la zone affective. Si à partir du moment où on comprend la cybermodernité comme une zone affective, la fake news remplit un rôle intéressant. Il faudrait voir par quoi on la remplace ou comment on peut la transformer. Hein. On a fini, mes amis, bientôt, là, il reste 1 minute. Les gilets jaunes agissent, gagnent en dignité pour eux-mêmes. La notion de dignité gagne la dignité pour eux-mêmes. C'est ce que j'appelle l'accouchement d'eux-mêmes, effectivement, l'accouchement d'un peuple. ONU, fake news sur migrants, d'accord. Pierre, sois plus explicite. Med, t'étais intéressé, je suis ravi, merci de ta participation. Il m'est juste intéressé. C'est super. La prochaine fois, tu participes à fond. Quelqu'un va nous dire, très inquiétant, dit Pierre, quelqu'un peut-il nous dire quand se passe notre prochain rendez-vous? Partage de partage, bonne fin de week-end. Merci Randy. J'ai pris beaucoup de plaisir avec vous. On continue l'épisode 5. On parlera de la notion la plus importante pour la cybermodernité. On a déjà vu
le réel, le transréel, on a vu le co-individualisme, on a vu le flou qui peut être fluo, le flou, on a vu la complexité qui devient complicité, on a vu beaucoup de concepts qui vont nous être utiles pour notre grand rendez-vous le 5, c'est-à-dire à la moitié de nos 10 conférences, le mois prochain, quelqu'un va nous trouver la date, et on parlera du Deep Curse. C'est un mot que j'ai conçu en anglais, parce que grande malédiction, ça fait vraiment bizarre, excusez-moi, la malédiction profonde. On ne sait plus de quoi on parle. Par contre, Deep Curse, ça frappe, voilà. Et c'est international. Et le Deep Curse ne peut être qu'en globish, en anglais, parlé par tout le monde, par le monde entier. Voilà, en attendant l'espéranto et d'autres langues qui vont fédérer l'humanité. On peut un bobard fantaisiste qui ouvre des voies. On peut raconter un bobard fantaisiste qui ouvre des voies. Voilà, mais Hakim, tout le truc est là. En quoi c'est fantaisiste, en quoi ça ouvre des voies, en quoi c'est un bobard mais qui a un fond de vérité. Voilà, essayons d'avoir une réflexion complexe sur le fake news et pas une réflexion simpliste. Claire, oui, à Pierre, les fake news sur les migrants, c'est un vrai bordel. Ça pousse certaines personnes à faire des choix mix, etc. D'accord, ok. Oui, très intéressant. Deep Curse, exactement, c'est ça. Ah, merci Claire, merci d'avoir répondu à mon SOS, à mon SOS final. Le 20 janvier, donc dimanche 20 janvier, rendez-vous à 18h ou 19h30, tout dépend de ma vie personnelle, je dois un peu adapter l'horaire. Mais par contre, c'est dimanche 20 janvier et je serai fidèle au poste, même mourant, enfin, Inch'Allah pour ce qui est de la vie, mais je vous garantis que ce rendez-vous aura lieu. Merci, ça sera sur YouTube cette vidéo et partagez, je vous en supplie. Soyez très proactifs dans le partage. Je dis pas ça parce que je vends des t-shirts ou parce que j'ai de la pub sur YouTube. C'est pas du tout pour ça que je vous dis. C'est même au contraire pour ne pas devoir vendre des t-shirts que je vous le demande. C'est que ces idées-là, elles sont cybermodernes. Vous devez jouer le jeu de la cybermodernité. S'il y a des jeunes qui partagent plein de fake news avec des vidéos, partagez 1h30 d'agora philosophique tous ensemble. C'est tellement chaleureux, tellement nouveau. On est peut-être les seuls au monde à faire ça, vous imaginez? On est peut-être les seuls au monde depuis 2 ans, 3 ans. 3 ans bientôt. On est peut-être les seuls au monde à faire des agoras philosophiques en live. Peut-être que vous vivez tous un moment historique renouvelé tous les mois. C'est quand même beau, donc partagez-le, soyez fiers de ça. Voilà, je vous remercie. Tu n'es pas inquiet sur l'avenir, ça m'inquiète. Si j'ai des inquiétudes, le Deep Curse, la profonde malédiction, le mot fait assez peur et tu vas voir que c'est absolument horrible. Je vais vous raconter comment on est dans une illusion totale et profonde, et que la vérité est ailleurs. Complot complot métaphysique. Voilà, merci mes amis, c'est chaleureux comme tout. On partage et continuez comme ça, passez une bonne année. Peut-être que je ferai des lives informels d'ici là. Allez télécharger Philohack, application gratuite. C'est une application, il y a plein de nouveautés dans Philohack, il y a plein de bribes nouvelles. Vous pourrez avoir plein de citations géniales. Vous tapez les mots et il vous sort les citations les meilleures. C'est pas comme Google, c'est un nouveau moteur de recherche. Et maintenant, il y a les Philo Live sur Philohack. Donc vous pourrez regarder des vidéos et proposer les prochaines vidéos qui seront traitées par des professeurs de philosophie toniques, palpitants et passionnants. Donc allez-y et puis prévenez tous ceux qui passent le bac, bien sûr, qu'il y a la méthode Voyoud sur Philohack qui permet d'avoir 16/20 au bac. Voilà, donc en arnaquant le correcteur. Bon, je ne suis pas fier de ça, mais je suis très fier de ça. Merci les amis, c'était très enrichissant. On continue la réflexion. Nourrissez-vous, allez voir les fake news, allez jeter un coup d'œil dans les forums, allez suivre des forums de Gilets jaunes. Ne vous contentez pas de ce que vous racontent les chaînes de désinformation. Allez voir ce qui se passe, comment ils organisent la pensée, comment c'est pas binaire. C'est très intéressant ce qui se passe, c'est l'avenir, votre avenir et l'avenir de vos enfants. Merci les amis, à très bientôt, merci beaucoup.